Je propose de se livrer à une étude comparée, une étude un petit peu littéraire, de deux éléments qui a priori n'ont aucun rapport, qui sont difficilement conciliables dans nos esprits, c'est-à-dire la Torah et la science-fiction. Donc en réalité c'est intéressant parce que dans notre esprit, la science-fiction, pour peu qu'on s'y intéresse et qu'on sache quels sont ses thèmes, de quoi elle parle, elle semble entièrement et uniquement tournée vers le futur. Parce qu'on va en parler. Par contre, la Torah, dans notre esprit, on a tendance à penser qu'elle est résolument tournée vers le passé. Et c'est ça, que toutes les références de la Torah, c'est des références au passé, ne serait-ce que le moment où elle a été donnée. Difficile de concilier des moments comme Moïse sur le mont Sinaï et ce qu'on voit dans la science-fiction. Donc ce sera notre problématique que je vais, si je veux, aborder en trois temps. Dans un premier temps, donc savoir de quoi sera plutôt un petit peu une étude de différentes œuvres de science-fiction, de quoi la science-fiction est-elle le symptôme? Qu'est-ce qu'elle nous raconte sur notre société? Ça c'est le premier temps. Dans le deuxième temps, on va s'intéresser à la Torah, à savoir est-ce que la Torah elle est vraiment fondamentalement fondée sur et se réfère fondamentalement au passé. Ensuite, dans un troisième temps, on va voir éventuellement est-ce qu'il y a, et s'il y en a, et s'il y a, où est-ce qu'il se situe, est-ce qu'il y a un point de confrontation entre les deux? Est-ce qu'il y a un point où justement les deux peuvent complètement se rejoindre, ou bien ils sont complètement opposés dans un certain point? Donc, alors pour la science-fiction, donc dans mon étude, je suis un grand lecteur, j'ai essentiellement choisi des œuvres de littérature. C'est-à-dire que la science-fiction, c'est un genre qui bien sûr a explosé ces dernières années. Peut-être que la plupart des gens la connaissent uniquement au niveau cinématographique. Et en réalité, beaucoup d'œuvres qui sont au cinéma ont leur source dans la littérature. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est quoi exactement la science-fiction? En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de science-fiction. Donc les tout premières œuvres de science-fiction, on peut en trouver même avant la Révolution. Quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'appelle Paris en 2448. Et en réalité, la science-fiction, ça a connu son explosion ces 50 dernières années. Mais c'est un thème qui a toujours intéressé les auteurs, au point que maintenant de nos jours on trouve même des œuvres de littérature générale qui font de la science-fiction sans le dire. Mais le problème c'est que c'est un thème qui se démode assez rapidement, puisque la manière dont on imagine le futur, bon, je parle pas avant la Révolution bien sûr, mais il y a 50 ans, c'est pas la même que celle dont on va l'imaginer maintenant. Donc c'est pour ça que je me suis plus intéressé à des œuvres qui sont modernes, à part certains grands classiques. Donc dans la science-fiction, il y a plusieurs types. Il y en a qui vont carrément en relever jusqu'à 7 à 8. Il y a tout ce qu'on appelle l'utopie, la dystopie, c'est-à-dire des œuvres qui vont imaginer un futur différent de ce qui arrive maintenant. En réalité, dans beaucoup d'œuvres, on trouve ça, mais c'est carrément des œuvres avec un futur qui serait complètement différent d'une autre. Soit qu'il y a eu une catastrophe, soit qu'il y a eu un événement historique qui a changé. L'exemple le plus connu de ça, c'est le livre de Philippe Cadic, Le Maître du Haut Château, qui imagine qu'est-ce qui se serait passé si les États-Unis avaient perdu la guerre et qu'en fait le Japon le Japon, les États-Unis et l'Allemagne se seraient partagés les États-Unis. Mais il y en a énormément. C'est un thème qui est de plus en plus récurrent. Deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le deuxième genre de science-fiction, ce qu'on appelle la hard science, la science dure. C'est-à-dire des auteurs comme Werner Vinge qui sont assez difficiles à suivre parce que justement eux, leur but c'est vraiment être à la pointe de la recherche scientifique et montrer un monde et montrer les conséquences de ça dans leurs œuvres. C'est souvent assez difficile d'accès parce que justement ils vont passer 10 pages à nous décrire un vaisseau, des fois au détriment de l'action, des fois non. Le troisième thème c'est la littérature post-apocalyptique. Ça ressemble un peu à l'Uchronie, c'est-à-dire imaginer
un monde après la destruction, après une destruction, après qu'il y ait une catastrophe qui ait détruit l'humanité, tout ou en partie. On va voir que ça va être un grand thème de la science-fiction. Par exemple, dans ceci, on peut citer Richard Matheson, Je suis une légende. Ou bien on va voir que même des textes comme Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, ne parlent pas de la période directement post-apocalyptique, mais se situe quelques siècles après, ce qui est aussi en toile de fond. Le thème que j'ai privilégié, parce qu'au niveau de son ampleur, au niveau de la qualité des écrivains, au niveau de la possibilité d'imagination qui met en œuvre, parce que si on lit de la littérature, c'est aussi, entre autres pour l'imagination qui est développée par l'auteur, et c'est le thème du space opera. Space opera, c'est-à-dire l'opéra spatial, qui imagine en fait un futur de très grande ampleur où l'humanité a en fait essaimé partout sur différents mondes. Bon, après chacun va développer, mais ça permet justement, comme ça se passe dans un futur qui est vraiment extrêmement lointain, enfin extrêmement lointain, c'est souvent à partir de notre époque, c'est à peu près quelques 300 ans à peu près. Bon, après chaque auteur, en général les auteurs de space opera, souvent ils mettent à la fin du livre une espèce de chronologie, justement pour montrer, et ils essayent de montrer, par exemple en général les premières expériences de leur thème et de leur technologie essentielle se situent à peu près dans les années 2100. Donc ça veut dire que les auteurs souvent sont des passionnés qui pensent vraiment que le futur qu'ils décrivent est possible. On va y revenir. Donc c'est celui-là que j'ai privilégié. Alors, en tout cas maintenant, comment définir la science-fiction? Alors, la science-fiction, en fait, il me semble que c'est, puisque je vous avais dit que les premières œuvres se passent déjà un petit peu avant la Révolution, et vont continuer de courir, même Jules Verne, en fait, c'est un petit peu, des fois, un petit peu de la science-fiction, c'est-à-dire qu'il imagine un voyage de la Terre à la Lune, etc. On va voir, on va développer dans la suite, mais on peut considérer que c'est une interrogation générale de l'humanité sur elle-même. C'est-à-dire que les auteurs se font le porte-parole d'une interrogation qu'on a tous vis-à-vis du futur et de ce qui va nous apporter. Comme si, en fait, l'humanité ressentait que le futur était inéluctable et que ses progrès, ses conséquences à plus ou moins long terme et plus ou moins certainement sont aussi inévitables, et qu'il fallait absolument prendre un peu de recul, justement à travers la littérature, pour voir éventuellement comment est-ce que ça peut évoluer et qu'est-ce que ça va donner sur l'humain et sa société. D'autant plus, c'est aussi remarquable parce que ça permet donc des grands développements de l'imagination et justement une sorte de littérature d'évasion. Donc moi j'aurais tendance je propose de définir la science-fiction comme une interrogation inquiète sur l'avenir. Puisqu'en réalité on s'interroge à travers les futurs imaginés, c'est toujours une interrogation, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va plus ou moins bien évoluer, et c'est aussi inquiet parce que dans la science-fiction on retrouve toujours quand même une certaine, il n'y a personne qui va définir, qui va dépeindre un univers complètement rose. Il y aura toujours en toile de fond avec les problèmes, il y aura toujours une certaine inquiétude. Donc on remarque aussi que c'est un travail qui est fait surtout par les écrivains, justement, les artistes, et non pas par les scientifiques forcément. Quoique il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui ont quand même un certain bagage scientifique. C'est comme si les scientifiques, à part l'épistémologie, ne se posaient pas vraiment la question de l'avenir à long terme de leur découverte, et ça c'est intéressant. Donc, alors maintenant on va s'intéresser à part ça, deuxième point important, c'est de s'interroger sur les formes littéraires prises par la science-fiction. C'est-à-dire quelles formes littéraires qu'est-ce qu'on retrouve. Vous savez que la littérature depuis Homère en fait, on retrouve toujours les mêmes formes littéraires, et en réalité dans la science-fiction on remarque qu'il y en a deux qui reviennent, qui sont privilégiés. La première, j'en ai déjà parlé, c'est ce qu'on appelle l'Uchronie ou la dystopie. L'Uchronie, donc tout ça c'est des formes de l'utopie. L'Uchronie, c'est-à-dire
qu'on imagine, c'est ce que je vous ai dit, qu'on imagine un futur différent de ce qui pourrait se passer. Il y a une dérivée de l'Uchronie, qui est une Uchronie qui se passe mal, ce qu'on appelle une dystopie. Donc c'est une Uchronie mais qui se passe mal. Il y a beaucoup d'œuvres de science-fiction qui en font partie, par exemple encore une fois Le meilleur du monde, et aussi 1984 de George Orwell. Donc ça c'est imaginer un futur qui... on retrouve ça énormément dans la science-fiction. Mais tout ça me semble en fait, et on va le voir, on va voir après dans les exemples qu'on va ramener, cette dystopie, cette uchronie, en fait, on peut les percevoir comme le retour du mythe. En fait, le mythe, on sait qu'on le trouve. Le mythe, on le trouve justement depuis le début de l'humanité, chez Platon, c'est des formes plus ou moins littéraires, mais le mythe est extrêmement présent dans la science-fiction. C'est-à-dire que, comme si les auteurs, pour pouvoir concevoir l'avenir, devaient se référer aux instruments qu'on a mis en place justement pour s'interroger sur notre présent. Et alors, si auparavant c'était on utilisait le mythe pour se référer, pour comprendre, définir le passé. Alors là, on a besoin d'un retour du mythe pour pouvoir appréhender le futur. Par exemple, entre autres, on va voir puisqu'on va voir plus tard, mais par exemple le mythe de la boîte de Pandore, ou celui de Prométhée. Donc le fait d'avoir une découverte, le fait d'avoir mis au point une technique qui change radicalement l'humanité, ou bien justement aussi Prométhée, on sait jusqu'à la même chose, le fait d'avoir accès à quelque chose auquel on n'aurait pas forcément pu avoir accès et qu'on ne sait pas forcément maîtriser. Ça, on va le retrouver dans la science-fiction, et c'est un mythe. Donc on retrouve ça souvent. Il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui sont... la science-fiction est essentiellement anglo-américaine. En fait, ça, on n'y peut rien. Il y a quelques auteurs français qui sont intéressants, mais les grandes œuvres, c'est de littérature anglo-américaine, et souvent ce sont des gens très cultivés qui justement vont se référer aux grands mythes ou encore très souvent à Shakespeare. Ça, on va retrouver aussi des liens entre les deux, plus ou moins transposés, plus ou moins explicites. Donc maintenant on peut... Et donc la présence du mythe, c'est extrêmement intéressant parce que déjà on sent en toile de fond que ça peut se comparer un petit peu par cet aspect-là à la Torah. Puisque dans la Torah également, on a en fait toutes nos grandes histoires, on peut considérer ça comme des mythes fondateurs. Donc nous, il y a une étude de Manitou qui compare le mythe au Midrash, pour montrer qu'en fait ça se ressemble, que c'est pas du tout la même chose dans le fond, mais dans la forme ça se ressemble. Et en réalité, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire le point commun entre les deux, c'est la science-fiction est un récit, et que la Torah aussi, une grande partie de la Torah se présente sous forme de récit. Donc ça peut déjà être un point commun. Chacun a son récit. Et là, on retrouve notre problématique. C'est-à-dire que pour la science-fiction, on a un récit qui se projette vers le futur, alors que pour la Torah, notre récit auquel on va s'attacher, c'est un récit qui se passe dans le passé. Alors, donc maintenant, à la lumière de ceci, on peut analyser les principaux thèmes, de la science-fiction. Alors, pas les genres de science-fiction dont j'ai parlé tout à l'heure, mais justement, on retrouve des points communs sur les sujets qui sont abordés. Et c'est remarquable qu'on trouve comme si on trouvait des thèmes obligatoires, des sujets obligatoires dont tous les auteurs de fiction, plus ou moins, doivent faire référence. Par exemple, le premier qui m'a le plus marqué, c'est ce qui concerne le devenir de la Terre. Qu'est-ce que devient la planète Terre? Parce qu'à partir du moment où la science-fiction, c'est donc dans le genre que j'ai privilégié, le space opéra, c'est l'humanité se développe et va sur d'autres planètes. Donc forcément, il y a une question, qu'est-ce qui se passe? Quel est le sort de la planète originale? Donc, a priori, on trouve dans toutes ces œuvres-là, on trouve que le devenir de la Terre est toujours assez tragique, plus ou moins tragique. Donc, par exemple, il y a dans un livre de l'auteur qui s'appelle Dan Simmons, qui sont les cantiques d'Endymion, on trouve que la Terre carrément a disparu.
C'est-à-dire, en fait, on ne sait pas pourquoi, on saura à la fin de l'histoire, mais pour l'instant, personne ne sait où elle est. Donc, ce qui montre une humanité qui, bien qu'elle soit développée d'une manière extraordinaire, malgré tout, est un peu, orpheline de ses origines, et pas sans poser problème. Dans d'autres œuvres, on trouve par exemple que la Terre n'est plus vraiment habitable. C'est-à-dire qu'elle a été tellement abîmée, on s'imagine bien pourquoi, non seulement par la guerre, mais plus par la pollution, puisque souvent les auteurs de science-fiction ont quand même une grande conscience écologique. Ou bien ils n'ont pas de conscience écologique, mais ils s'imaginent que forcément, tel que ça va aller, forcément les hommes vont faire des bêtises, donc il va falloir rattraper. Même si le thème de l'apocalypse nucléaire. Voilà, oui, tout à fait. Dans Une rose au paradis, par exemple. Oui, bien sûr, on trouve ça. Mais dans Richard Matheson aussi, c'est l'apocalypse nucléaire. Dans Aldous Huxley aussi, c'est dans la Terre habitable. Il y a eu une guerre, mais ça n'a pas impacté la Terre. La Terre n'est plus habitable, ou bien chez d'autres, la Terre est dans un état déplorable, mais pas forcément au niveau de la pollution, mais plutôt au niveau du surpeuplement. C'est-à-dire que la Terre, en réalité, c'est intéressant, c'est aussi un autre aspect, c'est un peu une sorte de retour du colonialisme, parce que dans beaucoup d'œuvres, chez Peter Hamilton, bien chez Robert Silverberg, dans les menaces urbaines, on trouve que la Terre est vraiment surpeuplée. Chez Silverberg, on n'a pas de moyen d'aller dehors, mais dans beaucoup d'auteurs de science-fiction, la Terre est surpeuplée. On peut y habiter si on veut, mais on est vraiment encouragé à aller habiter ailleurs. Donc c'est une sorte de néocolonialisme en réalité. Au lieu de coloniser des pays, d'autres terres inconnues, on colonise des planètes. Ça se passe plus ou moins bien en fonction que après le devenir des planètes, exactement comment elles sont organisées, ça on va revenir tout de suite dessus. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi les structures politiques qui vont être mis en œuvre dans le futur imaginé par les auteurs de science-fiction. Alors, on pourrait s'imaginer que justement le progrès amène la démocratie. Et en effet, il y a certains auteurs, par exemple comme toujours Dan Simmons, qui s'imaginent que oui, il y a une démocratie générale, mais c'est toujours centralisé. Par exemple, dans son œuvre, dans Les Cantiques d'Endymion, il y a une humanité qui a vraiment une ampleur extraordinaire, plusieurs milliers de planètes, mais il y a quand même une seule planète qui est centre, d'où tout est dirigé. Donc il y a une démocratie, et en réalité aussi on va voir qu'il y a certaines planètes qui ne sont pas du tout démocratiques, mais il y a une démocratie, généralisée. Donc ça c'est... voilà, et aussi dans le deuxième œuvre qui m'importe, dont on va parler plus tard, le cycle de Ian Banks, le cycle de la culture. Là c'est un des seuls qui présente vraiment un avenir où il y a tout est absolument démocratique. Puisqu'en tout cas les hommes vivent vraiment en totale liberté. Mais en réalité, quand on y réfléchit bien, c'est un peu les machines qui décident. Sauf que dans cette œuvre-là, chez Ian Banks, les machines tolèrent les hommes, ont des bonnes relations avec elles, mais on sent déjà en toile de fond, bien que ce soit jamais abordé, que si les machines veulent, elles peuvent détruire l'humanité. Mais pour l'instant, il y a une liberté et une démocratie totale, et dans son œuvre, on y reviendra parce qu'elle touche vraiment du mieux possible le thème du transhumanisme et de la singularité, mais là-bas on voit qu'il y a vraiment une liberté totale de l'être humain. Mais par contre, il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui justement nous présentent un futur au niveau de les structures sociales et politiques, un futur catastrophique. Par exemple, dans une des œuvres les plus célèbres, chez Aldous Huxley, donc dans Le meilleur des mondes, le progrès scientifique, les manipulations génétiques, justement, ont été utilisées de manière à faire un monde qui n'est absolument pas démocratique. Donc c'est à juste titre que cette œuvre-là est célèbre, parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une guerre, donc évidemment, comme d'habitude, je vous ai dit, il y a eu une guerre il y a plusieurs, à peu près 300 ans avant, plusieurs siècles en avant, de manière à ce que, au moment où le récit commence, on n'a plus vraiment souvenir de ce qui se passe. C'est déjà dans le passé, sauf pour les êtres les plus intelligents qui ont conscience de ce qui se passe, mais qui ne veulent pas en parler parce que pour le maintien du cycle social, il ne faut pas en parler. Mais en réalité, on a réussi à faire on a atteint des manipulations génétiques au point tel qu'il n'y a plus de démocratie possible. Parce que en réalité, les êtres sont créés uniquement en laboratoire et ils sont manipulés de manière à être plus ou moins intelligents.
Donc ça va des alphas plus, qui sont les êtres vraiment les plus intelligents qui dirigent, ils sont peu nombreux, jusqu'au alpha moins, jusqu'au bêta, gamma, delta, et chacun a une tâche en fonction de ses capacités, jusqu'au epsilon qui en réalité sont vraiment des déficients, ils ont été créés comme ça, et en réalité aussi bien l'epsilon que même les classes qui sont au-dessus, enfin classe mais c'est pas présenté comme ça, en réalité n'ont pas du tout d'idée de se révolter parce qu'ils connaissent que ça. Donc c'est vraiment une mainmise totale, il n'y a pas du tout de démocratie. Et là-bas aussi dans le livre, ce n'est pas clair qui dirige, il semble que, comme je vous ai dit, il y a un consensus général, les gens ont été traumatisés par ce qui s'est passé, ils veulent maintenir en l'état. Et le livre se termine justement sans que ce soit le moins du monde remis en cause. Voilà, ça c'est pour Aldous Huxley. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi une autre œuvre qui peut nous faire réfléchir par rapport à ça, c'est le fameux cycle de Dune de Frank Herbert. Dans ce cycle-là, alors lui c'est un passé qui est vraiment beaucoup plus lointain, c'est pas 100 ans après notre temps, 200 ans après notre temps, c'est plutôt 10 000 ans. Et au point qu'il y en ait même qui sont en train d'écrire qui sont en train d'écrire des livres qui se passent avant, des préquels. Et en réalité dans Dune, c'est intéressant parce qu'on voit en réalité que l'humanité a évolué de manière à ce qu'il y ait, sans qu'il le dise, oui, le dit, qui est carrément un retour à la féodalité. Ça veut dire en fait que la démocratie a disparu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais en réalité, la démocratie a été. C'est un retour à la féodalité, c'est-à-dire dans le 1. C'est des maisons, enfin des. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est différentes maisons qui dirigent des planètes. Et on peut se poser la question pourquoi est-ce que ça a évolué de cette manière. Alors ça aussi c'est intéressant parce qu'en fait c'est un point remarquable dans les autres œuvres dont j'ai parlé. On remarque quelque part que rien n'a changé. Parce que par exemple si je prends Dune comme exemple, pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça? C'est entre autres parce que fondamentalement la manière dont est organisée la société n'a pas changé, on a toujours besoin des gens les plus riches. Donc quand on a toujours besoin des gens les plus riches, la technologie ne fera rien à l'affaire. Ceux qui ont la possibilité, qui ont l'opportunité, prennent le pouvoir. Le premier de cordée. Hein? Le premier de cordée. Voilà, le premier de cordée. Et là-bas aussi, en réalité, et ça c'est un thème aussi qu'on voit, un thème commun à ces œuvres-là, mais on va voir dans l'exemple de Dune. Oui. Non, mais il est amusant dans Dune que dans le dernier que Frank Herbert a écrit, sans son frère qui a pris la suite, il a introduit un personnage, un rabbin. Ah, Oui. j'ai vu que le premier. Il pensait utiliser probablement après. Qui part de la Torah et qui part dans un vaisseau. C'est hyper avec la aussi, terre ça, supérieure. Exactement. Et ensemble ils sont. Et ensuite, bon, comme il n'a pas pu continuer, mais il aurait. Sachant que l'épilogue du dernier bouquin montre que en fait c'est les machines qui gouvernent. Enfin, oui, mais ça, vous voyez que c'est un thème qu'on retrouve. C'est un thème qu'on retrouve partout dans cette histoire-là. C'est vrai qu'il y a un rapport avec la Torah. Paul Moadib, c'est des délires messianiques. Il faut qu'on regarde à Marie quand Oui, mais c'est des délires messianiques qui peut être. Ça, on retrouve partout. Que c'est pas le nôtre. Oui, ça aussi c'est un aspect, le messianisme. En fait, on peut voir toutes ces œuvres-là en fonction du messianisme. C'est souvent un messianisme assez noir. On va voir peut-être justement parce qu'il n'y a que la science, quel messianisme il peut y avoir. Par la singularité, c'est ce qu'on va voir. Dans Dune, justement, ce qui m'avait marqué, c'est que la richesse, c'est qu'on a une société qui est extrêmement avancée, parce que bien sûr on peut faire des voyages interstellaires, mais bon, ça dans tous les cas c'est comme ça. Mais malgré tout, il y a quand même besoin d'une épice. La planète Dune la produit, et sans cette épice-là, donc on peut pas diriger les vaisseaux. Et donc ceux qui ont cette épice-là, fondamentalement, dirigent. Donc en réalité, ça n'a pas changé, quelle que soit la technologie. S'il n'y a pas une réflexion en amont sur la démocratie, ça va donner le même système. Donc c'est pas un gage de démocratie. En réalité, on retrouve les mêmes problèmes. Ça on voit souvent dans la science-fiction, on retrouve absolument les mêmes problèmes. Encore un autre aspect intéressant, justement, on parlait qui est annexe en fait aux structures politiques, c'est le rôle des religions. Enfin,
justement ça nous intéressait parce qu'on parle de Torah. Mais il ne faut pas croire que, parce qu'on est dans le futur, il n'y a pas de religion. On pourrait penser, a priori, que la religion ce soit la science, au point que par exemple, on verra. Mais en réalité, non, on considère au contraire la religion. Alors, est-ce que c'est parce que des auteurs anglo-saxons qui vivent dans un monde où la religion est vraiment, en États-Unis, peut-être plus présente qu'en France, mais en réalité, la religion, elle est toujours présente. Et souvent, elle n'a pas un très beau rôle. Alors, deux exemples sur ça. Donc, Herbert, je laisse d'une, est-ce que c'est une religion ou est-ce que c'est un état de fait? Ça, c'est plutôt un messianisme, est-ce qu'il y a une spiritualité? Je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des prêtres, etc. Ah oui, il y a le code orange, il y a les Bene Gesserit qui représentent des prêtresses. Mais alors, On retrouve aussi. Il y a une structure. et il y a tout un. Dans Bene Gesserit, toute une volonté d'amener le Mashiach avec une volonté de. Enfin, c'est Ouais, écoutez. hyper. Mais je pense que Herbert, il était calé en Torah, quoi. C'est possible, hein. Parce qu'il était fou. Il a utilisé les juifs comme modèle. Ouais, mais ça on dit de toutes les œuvres. On va me dire Star Wars c'est Ah oui, juif, mais Harry il Potter le- c'est il le juif, tue, tous les juifs en fait. C'est Ouais, Astérix. Ouais. On va me dire la Torah est juive aussi. Non, voilà, faut pas exagérer. Mais non, c'est possible. Alors, en tout cas, pour retour de religion, il y a l'œuvre, je sais que vous l'attendiez, de Isaac Asimov, Ouais. dans Fondation. Alors, bon, personnellement, j'ai trouvé que ça a beaucoup vieilli, c'est pour ça que je ne suis pas allé forcément plus loin que le premier tome. C'est pas assez dense au niveau littéraire, parce que ce qui importe aussi, c'est le niveau littéraire. Tous les auteurs n'ont pas les mêmes capacités. Bah, limite, il a pas conceptualisé le truc, quoi. Ce qui est quand même Oui, intéressant, voilà. c'est pas tellement. Bon, Oui, le récit, c'est ça. c'est vrai que c'est un peu vite, mais il a conceptualisé des Oui, problématiques. c'est ça. En fait, là aussi, on passe des grands écarts entre un chapitre et l'autre. C'est fait exprès, on saute plusieurs siècles. Alors justement, lui, ce qui intéresse, c'est que lui, il trouve que, bon, je pense, moi, ça m'a un petit peu choqué, le fait que carrément, il trouve que la religion, c'est une manipulation. Parce que justement, dans Fondation, comme il y a une seule société donc c'est un empire qui est en décadence, il se trouve que il y a une personne qui voulait créer une fondation pour pouvoir permettre de conserver ce qu'il y a de science pour pouvoir repartir après un certain âge noir. Mais en réalité, on se rend compte qu'il a d'autres idées derrière la tête, et entre autres le fait que, avec cette décadence de l'Empire, qui n'est pas expliqué pourquoi, on n'explique pas le tenant aboutissant de ça, malgré tout, il reste encore des gens, donc justement cette fondation-là, qui maîtrisent l'atome, et qui utilisent le fait qu'ils maîtrisent l'atome pour créer une religion. Donc en fait, tout ce qu'on a. Donc en fait, tous les sentiments de spiritualité qu'on peut avoir, en réalité, c'est une vaste manipulation. Donc ça, on voit, je ne connais pas les tenants aboutissants, mais comme s'il avait besoin justement de convoquer de son œuvre pour pouvoir montrer les mauvais aspects de la religion. Bah, c'est la même famille que la fameuse famille. C'est la même, Ah, c'est la même Rabat, famille. hein. Ouais. Mais c'est la religion était perçue comme instrument de domination. Ouais. Et on retrouve ça, et en fait, on retrouve ça souvent on retrouve ça souvent. Ce qui Oui, les corps symboliques. Sentiment fondamental. Quand j'étais jeune, je trouvais très bien, et je l'ai remis Non, dans mais mon pas temps, encore. quand j'ai su. Oui, voilà, il y a beaucoup d'œuvres comme ça. Tout à fait. Alors, donc c'est aussi il y a le retour de religion, il y a l'œuvre de Dan Simmons. Alors Dan Simmons, c'est un auteur vraiment très intéressant, sauf que je soupçonne en fait d'être antisémite, parce que malheureusement dans beaucoup de ces œuvres, les juifs font vraiment, surtout l'État d'Israël, ont vraiment un rôle très, très néfaste. Il est d'extrême droite, oui, le juif, sauf qu'ils se font tous tuer. Non, ils sont pas tous tués. À la Ah, fin, si, ils sont poursuivis par des robots. à la fin, il y a même un certain nombre qui ressortent, qui sont enfermés dans je sais plus quoi. Oui, tout à fait. Oui. Ils sortent et. Et mais à on la retrouve fin, ça dans le toutes monde ces œuvres, idéal toutes qui ces se œuvres. crée, il y a une, Oui, une bon, synagogue qui. Mais comment vous comprenez, par exemple, que dans beaucoup d'autres œuvres, il imagine Shalom que Israël était détruit par une bombe. Voilà, donc c'est quand même, ça me paraît un peu tendancieux. Les pédalas et tout ça, Voilà. mais le reste du monde aussi est des. Donc en tout cas, dans son œuvre, dans les cantiques d'Hyperion, justement, les religions ont aussi un rôle important, et ça on va retrouver aussi dans beaucoup d'œuvres de science-fiction.
C'est-à-dire que tout le monde a de la place, puisque en fait on peut aller d'une planète à l'autre, donc chaque religion a sa planète. La planète des Juifs c'est Hébron, la planète il y a aussi une planète des musulmans, etc. Donc tout le monde a sa planète, a sa religion. Là aussi on trouve que, et là-bas la religion vraiment joue un mauvais rôle, puisqu'en réalité dans la deuxième partie de l'œuvre, c'est elle qui, donc pas la religion juive, mais une sorte de religion chrétienne en fait, puisqu'il y a un pape, mais en réalité on ne sait pas trop c'est quoi. Comme sorte, mais là aussi elle joue un rôle de manipulation aussi. Donc on retrouve comme si la religion était perçue uniquement comme une superstructure en fait, pour pouvoir permettre aux gens de trouver leur place par rapport au progrès de l'humanité. En réalité, ça, c'est une superstructure dans le sens où ça va les diriger, ça va les brimer, les empêcher de profiter éventuellement. Donc quelque part, ces auteurs ont très souvent une vision rétrograde de la religion. Que la religion soit manipule, soit s'oppose au progrès. C'est une vision historique, non? Je veux dire, quand tu parles du pape, du Vatican, finalement, c'est l'association. Alors en entre- réalité, dans ces œuvres-là, par exemple dans Dan Simmons, on a l'impression que c'est un peu un accident historique. Il aurait pu avoir autre chose que la papauté, sauf qu'ils ont été intelligents, ils ont profité, ils ont su exploiter ce qui se passait. Mais en réalité, ça aurait pu être autre chose. Nous, on apprécie parce que ça nous parle de ce qu'on connaît déjà, mais c'est une survivance en réalité. Donc l'avant-dernier terme, en fait j'hésitais à en parler, mais puisque peut-être les gens l'attendaient, c'est ce qui concerne la vie extraterrestre. Alors, Et pour la religion, Oui. il y a un qui est maintenant très à la mode, mais qui a été écrit il y a une vingtaine d'années, Margaret Atwood, oui, je La connais. Servante écarlate. Ah oui, j'ai vu que La le place monde de des la livres. religion, là, et Oui, bah, peut-être ça correspond de nos jours aussi. Et là, un c'est vraiment retour. de la manipulation du Ouais. peuple et tout. Absolument. Alors le thème des extraterrestres, parce que bien sûr dans beaucoup d'œuvres, par exemple chez Ian Banks dans la culture ou dans d'autres œuvres, on trouve des extraterrestres. C'est-à-dire que, donc pas forcément c'est-à-dire que ce qui est le plus intéressant dans le space opéra en tout cas, c'est que l'humanité va connaître son expansion, et donc forcément elle va trouver d'autres formes de vie qui sont plus ou moins avancées par rapport à l'humanité. Alors bon, par rapport à notre sujet, j'ai trouvé que c'était le moins intéressant, parce qu'en réalité, dans la Torah, on ne trouve pas de preuves des extraterrestres. Alors on raconte que quelqu'un est allé chez Rav Moshe Feinstein, le grand décisionnaire du siècle dernier, et lui demandait qu'est-ce que vous en pensez. Je crois que qu'en Amérique, il y avait cette question qui se posait, qui était d'actualité. Il a dit qu'a priori, comme la Torah n'en parle pas, ça n'existe pas forcément. Mais on pourrait éventuellement dire que justement, que l'absence de preuve, c'est pas preuve d'absence, et que fondamentalement, il n'y a rien qui empêche qu'il y ait une autre forme de vie. D'ailleurs, ce sera l'objet de la troisième partie, pour quelle humanité a parlé la Torah. A priori, peu importe quelle forme de vie on va trouver. Parce que c'est pas eux qui sont censés l'avoir reçu. C'est la Torah pourrait parler à d'autres formes, à d'autres Je sais pas. humanités. En tout cas, ce serait pas impossible. Voilà. Alors, on considère que justement, si on trouve des formes, elles sont pas aussi évoluées que l'humanité, donc ce serait la Torah non plus ne leur est pas adressée comme elle n'était pas adressée forcément aux hommes préhistoriques. On pourrait imaginer ça. Mais bon, tout est possible. En réalité, du point de vue de ce qu'on sait aujourd'hui sur l'univers, il y a sûrement d'autres formes de vie. Sûrement, mais... Sûrement. Il y a sûrement des formes dedans qui vont se évoluer comme nous plus. Et ils doivent ressembler beaucoup à ce qu'on connaît, parce que chimiquement, dans l'univers, on trouve exactement les molécules nécessaires et sont réparties partout. Ah, mais qui dit qu'ils seront bipèdes comme nous, ça, on n'a pas... Ça peut importe. Ils vont nous ressembler parce que la chimie, finalement, pour faire Ouais. Ah oui, par rapport à l'évolution, pour pouvoir... la chimie, c'est une.
mais c'est une question de savoir est-ce que la Torah s'adresse à tout être vivant pensant. Moi j'en sais rien. Ben, c'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'il n'y a pas un. Parce que justement, on va un peu teaser, mais puisque le transhumanisme. Qui pense qu'une intelligence artificielle tellement évoluée qui penserait par elle-même, qui serait en totale humanité, pourrait aller devant un rabbin et demander à ce qu'on la tire. Parce qu'elle pense. Voilà, pour le coup, c'est vraiment de la science-fiction, Mais mais la Torah on s'adresse va à voir elle. justement qu'il y a peut-être. A priori, quand on voit la Torah, c'est dit pour une forme. Une forme d'être humain. Ils s'adressent à Golfo, ils leur disent Les vous n'avez anges, pas tel les problème, vous n'avez pas spirituels, tel problème. Ouais, mais c'est la logique est la même. C'est-à-dire, vous n'avez pas tel et tel problème, donc ça vous parle pas. Quoi. Vous ne vous multipliez pas, donc vous n'avez pas tel et tel Oui, problème. par exemple. Il leur Tout répond. à fait. Alors, ça, c'est pour les extraterrestres. Alors, ensuite, donc maintenant, pour en revenir justement à notre sujet, au transhumanisme, donc il y a plusieurs aspects. Donc, c'est quoi le transhumanisme? C'est-à-dire une humanité qui a changé, qui a complètement changé, justement, grâce au progrès scientifique. Alors, ça, je vais l'aborder justement par les deux œuvres dont on a déjà parlé. On peut dire qu'il y a un premier aspect, c'est l'aspect dont vous parliez d'un monde post-apocalyptique. Parce qu'en réalité, on trouve dans quelques œuvres de science-fiction, en particulier justement dans Dan Simmons, mais en fait c'est le cas de beaucoup d'autres œuvres où on est allé trop loin et justement ça a créé une fin du monde. Ça on retrouve dans beaucoup d'œuvres. Mais chez Dan Simmons, je trouve que c'est lié justement à notre sujet, parce que qu'est-ce qui se passe la fin de la première partie, quelque part l'essentiel du roman, c'est que justement la personne qui dirigeait l'humanité, donc dans cette planète-là où tout était centralisé, se rend compte, a un pouvoir immense, parce que bien qu'elle soit élue démocratiquement, s'appelle Gladstone, comme Premier ministre de la reine Victoria, bien qu'elle elle se rend compte que justement que ce qui est en train de se passer, c'est que les machines ont décidé de détruire l'humanité. Ça, on va retrouver on retrouve ça plus ou moins explicitement. Il y a beaucoup d'œuvres comme ça. Il y a une œuvre de Pierre Bordage, un auteur français qui s'appelle Les Guerriers du Silence, où aussi en réalité on se rend compte que tout ce qui se passe, c'est que c'était des machines malfaisantes qui dirigeaient l'humanité. Il suffit de les détruire et ça peut repartir. Dans le cycle de la culture dont on va parler, les machines ne sont pas malfaisantes, mais on sent qu'elles ont un pouvoir immense. Donc ça aussi c'est une question. Alors qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce que fait le Premier ministre dans ce cas-là? Il décide de détruire tout le système qui liait les hommes à la technologie. Donc ça fait que l'humanité va connaître un bond de 10 000 ans en arrière. Il y avait des gens, disons il y a un couple qui est le mari est sur une planète et l'épouse est sur une autre planète. Ils ont 1 million d'années-lumière de distance, mais c'est pas grave parce qu'ils ont des portails justement qui permettent de passer. Donc bien sûr tout ça est expliqué plus ou moins. Chaque auteur de science-fiction va plus ou moins expliquer et on peut absolument, si on s'intéresse, devenir spécialiste en physique grâce à ça. Il y a déjà la Liabouine entre les planètes. Il y a même un auteur, il y a même un héros qui a un moment qui est un chanteur, qui est devenu extrêmement riche et qui s'est offert le luxe d'avoir un appartement. Chaque pièce est sur une planète. Ouais. Donc, mais il y a ça voilà. aussi dans Hyperion. Hein? Oui, c'est la suite. Ah, c'est dans Hyperion, ouais. Et donc en fait, elle décide de détruire, et donc ça fait qu'il y a des gens qui se retrouvent complètement perdus. Mais ça pour éviter justement que l'humanité disparaisse. Donc ça c'est remarquable en ce qui concerne que ça montre le problème de l'humanité dépassée par les machines. Alors pour terminer cette partie-là, par rapport au... Si justement la science... La machine, ça va. On peut imaginer une machine qui décide des choses. Absolument, tout à fait, c'est ça. On est en route vers ça, de plus en plus. Dans l'intelligence artificielle, on franchit des étapes avec le jeu d'AlphaGo. Les auteurs de science-fiction vont tous plus ou moins... C'est un jeu pour lequel ils ont inventé un joueur. Vont tous plus ou moins vous décrire de manière assez recherchée sur sur quoi ils se basent.
sans avoir d'influx humain. C'est quelque chose qu'on aurait programmé, quoi. Et c'est quelque chose qui peut se Le passer. jeu exact, C'est ça. En fait, Dans le jeu d'AlphaGo, qui est l'intelligence artificielle qu'ils ont mise au point. ah oui, celui qui a battu. Voilà, qui joue contre des humains. La nouvelle version est autodidacte. En 40 jours, il y a bien Le robot apprend tout seul. Apprendre tout seul, c'est l'attribut d'apprendre. Elle sait jouer au go, mais elle sait pas jouer au Il est capable de progresser tout seul. Oui, parce qu'on l'a programmé comme ça. Faudrait la preuve, du moins c'est pas une machine, c'est il manipule pas le. Non, mais par exemple, le fait de se transposer à Star Trek, c'est vraiment pour le coup de la science-fiction. On va pas du tout là-dedans. Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de voir. Là-dessus, je sais pas si vous avez lu Macro Life. Non. Zabrovski, il n'a pas été traduit. C'est écrit en 79, publié, qui décrit une humanité qui doit s'étendre en dehors de la Terre, qui est un cataclysme physico-chimique, une substance qui a été inventée et qui servait à bâtir n'importe où, n'importe quoi, se dissocie et met en danger la Terre. Et les gens partent dans des sortes de stations spatiales orbitales qui s'éloignent, totalement artificielles. Et peu à peu, au cours des siècles, ils concentrent toute la connaissance humaine dans l'ordinateur. Et les gens sont reliés à l'ordinateur central et ne prennent pas une seule décision sans avoir tous les tenants et les aboutissants de la décision. Voilà, tout à fait. Naturellement, quand ça dissocie de la machine, là, il y a un scénario atypique aussi par rapport à ça, c'est celui de Iran Levin dans Un bonheur insoutenable. Iran Levin dans Un bonheur insoutenable. Alors là, c'est le scénario d'une super machine qui prédestine l'ensemble de l'humanité. Chaque individu naît avec est assigné une tâche, à aller quelque part, et l'ordinateur décide aussi quand est-ce que chacun meurt. Et puis sans trop... alors c'est un peu le suspense du livre jusqu'au bout. En réalité, l'ordinateur est lui-même contrôlé par un petit groupe d'humains qui maîtrisent tout à fait et qui savent exactement ce qu'ils font et qui contrôlent le reste de l'humanité par le biais de ce super ordinateur. Mais il y a toujours cette idée de manipulation dans la science-fiction. Cette idée des cases qui... Donc on voit vraiment... ce qui n'est pas... Justement, donc ça c'est le... Donc la dernière partie, c'est justement réfléchir par rapport au transhumanisme. Tout ce qu'on a vu, c'est une introduction pour montrer justement quel est l'enjeu donc du transhumanisme, qui est l'objet de la journée d'études. Donc pour l'instant, le transhumanisme, ce serait un homme augmenté. Par exemple, ce qui est le plus probable, c'est les gens à Silicon Valley qui travaillent pour pouvoir augmenter la durée de vie. Mais quand on va plus loin, ça existe déjà. Et encore une fois, je répète, les auteurs de science-fiction, comme vous avez fait remarquer, tous plus ou moins, ils présentent des travaux qui existent déjà. Par exemple, ils parlent du mur de Planck, ou Stephen Hawking, des scientifiques qui existent déjà. Et simplement, il s'agit de donner du temps, plusieurs centaines d'années, pour que leurs travaux aboutissent aux univers qu'ils décrivent. Donc il y a un certain moment où il y a un point de rupture, où ça s'emballe. Et en fait, c'est ça le transhumanisme. C'est a priori ce que les gens qui sont investis dedans attendent. Ça, on verra si c'est réaliste ou pas. En tout cas, le transhumanisme, éventuellement, si j'ai bien compris, a pour but lointain d'arriver à une certaine singularité. Je crois que Zakaria est spécialiste de ça. L'université de la singularité. Donc la singularité, c'est quoi? Si je prends la définition de Wikipédia. La singularité stipule qu'un jour viendra où les progrès de la science iront si loin qu'ils dépasseront l'initiative humaine et entraîneront l'humanité dans un avenir inconnu et incontrôlable. Donc ça, en fait, en réalité, on a vu qu'on retrouve ça dans énormément d'œuvres de science-fiction. Et celui qui va le plus loin, qui me paraît le plus intéressant par rapport à ça, c'est Ian Banks. Donc lui, dans le cycle de la culture, on voit justement un univers qui est extrêmement intéressant par ses qualités littéraires, ce qui est rare, mais aussi par l'imagination, qui met en compte non seulement pour les paysages, qui met dans l'espace, dans les stations orbitales ou dans les planètes, mais aussi pour le fait qu'il y a l'humanité qui se confronte avec plusieurs autres civilisations. Et là-bas, on trouve aussi beaucoup de civilisations qui se singularisent. Il y a une civilisation, dans la dernière œuvre qu'il a écrite, avant de mourir d'une maladie dans le monde
qu'il imaginait lui aurait été épargné. Il est mort tragiquement jeune. C'est une civilisation qui va tout abandonner parce qu'elle décide de se singulariser. Et là-bas, c'est pas clair. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ça devient des êtres spirituels? Je sais pas, personnellement, j'arrive pas à voir ce qui se passe après. Mais en tout cas, la civilisation qui se singularise s'efface de l'histoire du monde. Et la culture, c'est-à-dire la civilisation humaine, qui justement est caractérisée par un hédonisme, là-bas tout est permis, il n'y a plus vraiment de questions éthiques. Donc d'un côté, c'est bien parce qu'on peut vivre tranquillement comme on veut, quoique il ne faut pas non plus perturber, parce qu'il y a quand même, une politique de la culture justement. Et là-bas non plus, c'est pas clair, est-ce que c'est les machines ou bien qui dirigent, ou là-bas les machines ont carrément pris forme, on pourrait même dire qu'elles arrivent à être biologiques, carrément, mais on ne sait pas qui dirige là-bas. Et en tout cas, la culture, elle reste encore, elle ne singularise pas, et elle permet encore, entre autres, à tous ces citoyens de mener une vie hédoniste, opulente, mais parce qu'elle pense justement qu'elle a encore un rôle à jouer, c'est-à-dire influencer d'autres civilisations. Donc ça on voit l'auteur qui allait le plus loin possible, et qui présente une vision assez optimiste, quoique en réalité dénuée de spiritualité, en tout cas ce que nous on considère comme spiritualité, mais bon, qui est le plus intéressant. Donc ça c'est la première partie. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'on veut vivre dans un monde comme ça. Donc ça on rejoindra en troisième partie. Maintenant la deuxième partie, donc c'est la Torah par rapport à la science-fiction. Donc, comme je vous dis, en réalité, a priori, de ce qu'on a décrit de la science-fiction, il n'y a rien de plus. La Torah est complètement éloignée. On a vu déjà le rôle néfaste des religions, qui jouent un rôle néfaste pas pour rien, le rôle néfaste que les religions jouent souvent dans la science-fiction, mais a priori, la Torah serait un pêcheur de tourner en rond, parce qu'elle est vraiment. Elle est vraiment opposée à cela. Alors on va voir est-ce que c'est aussi vrai. À ça je pourrais amener deux types de réponses. Alors la première réponse, c'est une réponse qui serait un peu apologétique, c'est-à-dire montrer que dans nos traditions on a une notion de progrès. Ça veut dire que bien sûr les sources ne vont pas parler de transhumanisme, ou pas forcément de science telle qu'on la connaît, parce qu'ils ont été écrits avant. Mais on trouve justement dans les Midrashim, ou dans d'autres, aussi des preuves d'un progrès scientifique qui n'est pas sous forme technique ou justement scientifique, mais sous forme naturelle. Alors donc le cas le cas le plus probant que j'ai trouvé, c'est dans le Meiri dans Sanhedrin, Daf Samer Zayin Amud Bet. Donc Daf Samer Zayin Amud Bet. Donc j'ai trouvé cette référence parce que il y a une vingtaine d'années, j'avais assisté, c'était l'époque où il y avait la première brebis clonée qui était sortie. Et il y avait Rav Gonaim, le rabbin de Paris, qui a fait une conférence à Mishkanot, et j'y ai assisté. Il a ramené ce Meiri, et il le ramène aussi dans son livre, et tu marcheras dans ses voies. Et donc il a ramené ce Meiri là. Donc le contexte, on va pas forcément parler de ça, mais le contexte, c'est pas par hasard que cette Gemara là se trouve d'Af Samer Zayin. D'Af Samer Zayin, je crois que c'est ce dont Micho est en train de parler. C'est la Gemara où on trouve une référence au golem. C'est quoi l'histoire? C'est que donc la Gemara là-bas, dans Abba Mitot, on parle de tout ce qui est condamnable à mort, et entre autres il y a la sorcellerie. Il faut savoir qu'est-ce qui est sorcellerie, qu'est-ce qui n'est pas sorcellerie. Et là-bas on nous raconte qu'il y a deux Amoraïm qui tous les vendredis soirs, pour des raisons alimentaires, parce qu'ils étaient pauvres, ils créaient un animal, ils créaient une génisse et ils la mangeaient. Il a créé, on voit dans les commentaires que c'est grâce au Sefer Yetzira, qui maîtrisait justement certains ouvrages de Kabbalah, et c'est capable de créer un animal. Donc, et là-bas, c'est présenté pas du tout comme quelque chose d'interdit. C'est l'origine en fait, c'est l'origine du golem, le fait. Là-bas, on trouve aussi dans la Gemara que Rabbi créait quelqu'un pour pouvoir associer au minyan. Donc on va pas forcément parler de ça, mais en réalité, ça s'inscrit dans ce contexte-là qu'il y a une sorte de science de l'époque. Non pas science-fiction, parce que c'est plus le cas, mais il y a une certaine science de l'époque. Et sur ce cas-là, sur ça, le Meiri dit explicitement
Alors, Kol Sheuna c'est, donc c'est Meiri d'Afsamer Zayin Bet, Kol Sheuna c'est Bepeula Tivit, tout ce qui est fait par les moyens naturels, et no Birchak Shafim, ça rentre pas dans la catégorie de la sorcellerie qui est interdite. Afilou Yadou Livro Briot Yafot Shelo Mizevegamin, quand bien même on serait capable de créer de belles créatures sans qu'il y ait de relations sexuelles, comme chez Noda Besifre Ateva, chez Dabar Nimna. Comme on le sait des livres de sciences naturelles, que c'est possible. Donc déjà à l'époque, le Meiri témoigne du fait que on avait des possibilités de créer, et lui il parle pas de séparer de ça, on avait des possibilités de créer des choses extraordinaires. Donc le fait, donc, je ne viens pas du tout dire que déjà ils connaissaient la science-fiction. Il y a des auteurs de science-fiction qui vont justement parler de ça et dire qu'il y avait déjà en fait un tel a réussi à maîtriser telle technique au Moyen-Âge parce qu'il maîtrisait déjà quelque chose d'extraordinaire au niveau scientifique. Je ne suis pas en train de dire ça, je suis en train plutôt de revenir vers la science des anciens, pas dans l'Antiquité. Ils avaient une certaine science justement, ce qui importe ici c'est de peu ou la tivite, ce qui est naturel, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'utiliser les ressources de la nature pour pouvoir justement créer quelque chose d'extraordinaire. Déjà là on voit une opposition qui va être importante entre ce qui est du ressort de la nature, plutôt de la biologie et de la physique et de la chimie, parce que la science-fiction c'est plutôt la physique et la chimie, ensuite aussi les manipulations génétiques bien sûr, dans Huxley on va pas faire un pas sur ça. Mais on voit déjà comme si c'était déjà un peu dans la science-fiction moderne détaché du monde qui par contre était complètement exploité et connu par les Kalmonim, par les anciens. Mais pourquoi dire que ce qu'ils ont créé est extraordinaire? C'est une géniste normale qui crée. Oui, mais il dit quand même. C'est le processus de création n'est pas ordinaire, mais la génisse elle est. Ah oui, mais c'est extraordinaire de créer justement quelque chose. Je sais pas si elle est cachère. Elle est. Si, on la crée. Ils l'ont créé pour la manger, justement. Alors ça c'est... Attends, oui. Après, je sais pas. Ah, vas-y. Non, c'est pas le débat. Non, il est perturbé là. Donc qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, explique-toi. Non, mais un animal qui est fait d'un processus normal, une relation oui. Bon, il faut qu'elle soit cachère. Mais un animal qui n'est pas fait d'un processus normal, est-ce que cette notion de cache-route Ça se pose avec les il faut qu'il ait les sabots fendus et qu'il remine quoi. Non, encore mieux, ce sera une manufacture vivante, c'est pas une cachère, c'est que tu manges. Non, la chez là, on pourra manger ça avec du lait. C'est pas vraiment de la viande. C'est rien, c'est de la barbe. Là, il faudra demander à un Dayan. Voilà, tout à fait. On appellera ça dans la nature. On appellera c'est fait justement pour pouvoir, comme les Amoraïm, c'est ça pour pouvoir manger, c'est fait dans des buts alimentaires, pourquoi pas. Peut-être que ça c'est justement une évolution, on n'aurait pas conscience, mais on aura conscience, et dans la Torah il n'y a rien qui s'oppose. Sinon il y a aussi dans ce cas-là, il y a le Chazon Ish qui a écrit Mino Bitachon, c'est un peu son testament spirituel, c'est plusieurs chapitres qui parlent de divers sujets, et tout un chapitre, le Pérec, le 5e Pérec, qui justement parle de ça et veut montrer qu'en réalité, Entradesh Tafat Shemesh, il le ramène, il y a rien de nouveau sous le soleil, il ramène explicitement les versets de l'Ecclésiaste, et il montre qu'en réalité, on trouve dans les Midrashim qu'ils étaient capables de faire des opérations à cerveau ouvert. Les Mishnah dit aussi qu'il y a tout animal qui était importé d'Égypte, forcément on avait enlevé la matrice et ils étaient capables de faire ça. Il ramène aussi le fait que, bien sûr, on sait que les Égyptiens étaient capables de faire des momies qui jusqu'à présent, et les pyramides, etc. Donc il y a vraiment une grande science. Même survivre à la césarienne, il rapporte oui. Survivre à la césarienne à l'époque. Ouais, tout à fait. Mais qui était capable de faire les opérations à cerveau ouvert? Les médecins? Oui, les médecins de l'époque étaient capables de faire ça, ils avaient une maîtrise. Alors, deux choses. C'est l'anesthésie? Ça arrive après? Non, c'est pas clair que c'était... Comment c'était possible sans anesthésie? Ce qui ramène les trépanations, c'est un des premiers actes chirurgicaux qui est connu. Maintenant, on a trouvé ça sur des crânes d'hommes préhistoriques anciens. Donc avec douleur. Oui. Il y a juste la peau, je crois qu'ensuite. Mais aussi, en fait, quand on réfléchit, la morphine, ça vient à l'origine, c'est un élément naturel, donc tout est dans la nature. Et donc justement, ça pose ce problème-là, premièrement du rapport à la nature qu'on a perdu. Il y a quand même eu une rupture avec l'invention de l'anesthésie.
Oui. Ça a tout changé. C'est sûr qu'une rupture, par exemple, la création des antibiotiques et tout, c'est sûr que c'est une rupture et que quand on voit le nombre de gens qui, même encore à 100 ans, décédés jeunes, de nos jours, franchement, on peut vivre plus longtemps, c'est sûr qu'il y a un progrès. Alors, donc, mais lui aussi, le Pradoni, je ramène le fait que, quelque part, quelle que soit la prétention des savants modernes, ils se reposent sur ce qui était déjà inventé. Et en réalité, la science aussi doit beaucoup aux prédécesseurs, même s'ils vont beaucoup plus loin, qu'on a tendance à oublier. Simplement, il semble qu'il y ait eu une césure, peut-être c'est dû aux âges obscurs, je ne sais pas trop, mais entre les sciences d'avant, ou bien le fait qu'on soit désintéressé de la nature et qu'on soit plus intéressé à la technique, ça fait que maintenant, quel que soit l'avenir décrit par la science-fiction, on a l'impression qu'on est un peu déconnecté de cette nature dans lequel il y a tout, comme on va le voir. Donc, il y a aussi quelque chose on va voir, ça va avoir son importance, c'est que ce qui est remarquable, c'est que on pourrait faire un parallèle, on va l'utiliser plus tard, dans les Gemarot utilisés dans Sanhedrin justement, là-bas on voit que les Amoraïm ils créent quelque chose par des moyens kabbalistiques, par le Sefer Yetzirah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, on peut le percevoir comme ça veut dire qu'on sait que ça existe, on y croit, mais ça nous dépasse complètement. Parce qu'on n'est pas kabbaliste. Enfin, peut-être que et c'est intéressant de voir qu'on sait que ça existe, mais c'est uniquement pour quelqu'un qui serait extraordinairement versé, Kabbalah Maassit, etc. Et le parallèle de ça, c'est qu'en réalité, quand on y réfléchit, la science c'est la même chose. Parce que tous ces progrès-là, par exemple, si on vit dans le monde de Dan Simmons, qui c'est qui est capable de comprendre, de concevoir lui-même un portail qui permet de passer d'un monde à l'autre? Personne. Donc toutes les sciences là-bas, et justement Asimov il a utilisé ça pour faire sa religion, donc on est dépassé par la science. Donc le scientifique est au-dessus de nous, on est fasciné par ça. C'est un point commun important qu'on va réutiliser. Les choses existent, mais la science de demain. Oui, c'est toujours demain. Voilà. Et si on prend Matan Torah, où il y a des éclairs, la montagne, oui, le feu, les éclairs, la fumée, le son du chauffard et tout, aujourd'hui, n'importe qui, avec une bonne sono, une feu d'artifice, c'est ça. Ouais. Simplement, c'était il y a 3000. Ben oui. Mais il l'a fait. Il a filmé 2000. C'est ça que je m'étais demandé pourquoi est-ce que Matan Torah s'est élevé pendant Shabbat. Parce que sinon les gens ils auraient pris leur reportage, ils auraient fait des selfies devant. Mais c'est vrai, oui c'est ça, c'est-à-dire que ça transpose des choses qui nous transcendaient à l'époque et qu'on ne comprenait pas en fait. Voilà, mais en fait ce que je veux dire c'est qu'en réalité c'était que des éléments naturels, simplement qu'à l'époque les gens ne savaient pas ce que c'était. Bon, quand même, le fait qu'il y ait deux voix qui aient été entendues en même temps, oui, mais c'est plutôt ça qui va être mis en... Mais oui, le fait que Minachim dise que le monde s'est arrêté entièrement, bon, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur la forme... Sur des choses... Alors, ça c'est la première partie, montrer qu'il y avait de la science, qu'il n'y a rien qui a été inventé. Il y a juste les... On parle des Amoraïm qui font... C'est notre temps, entre guillemets. C'est quand même plus compliqué la Torah. Ce qui était un temps avant, c'est qu'avant Esther, il y avait etc. Donc on comprend tout ça, c'est un monde un peu qui est un peu derrière nous et qu'on ne peut pas bien saisir. Par contre, les Amoras, c'est quand même un monde voilà. c'est quand même plus compliqué à comprendre ça. Dans quel sens maîtriser les animaux, oui, ouais, mais fondamentalement c'est présenté comme la même chose, parce que la Gemara dit qu'ils ont créé. Ça c'est vrai. Bon, en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de glissement entre... Quoique le Meiri lui parle de créer des créatures par les moyens naturels, les disséparativismes. Dans la Gemara, c'est pas complètement ça. Dans la Gemara, c'est par des moyens spirituels. Mais en réalité, ce qui importe, c'est qu'il y ait une réalité comme ça. Et que la Torah doit gérer cette réalité, justement, d'êtres qui ne sont pas créés par la génération. Ça, c'est ce qui importe. Alors, maintenant, ce qui
Alors maintenant, pour justement montrer le rapport entre la Torah et la science, donc en fait, il me semble qu'on peut aller encore plus loin et montrer en réalité que donc c'est quoi les données du problème, c'est que on s'imagine forcément que la Torah est dépendante du moment où elle a été donnée, c'est-à-dire de Matan Torah, de la vie des patriarches et de toutes nos autorités qui est tout le temps dans l'Antiquité pour la Mishnah, pour la Gemara, les Rishonim c'est le Moyen-Âge, jusqu'au Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim dans le Mishnah Moura il ramène des exemples de la technologie de son époque, mais c'est encore dépassé par la nôtre. C'est que maintenant on a tout le temps besoin de nouveau d'avoir des nouveaux ouvrages. Donc, alors est-ce que ça veut dire que la Torah elle est vraiment dépendante de son temps? Alors, quand on voit les textes, c'est un autre moyen que de montrer, ce qui est un peu apologétique, montrer que non, les anciens connaissaient des choses qui peuvent aisément faire concurrence à la science-fiction. C'est dire en fait que la Torah en réalité, essentiellement, elle n'a pas d'époque. Alors, il se trouve qu'elle a été donnée à l'époque du Matan Torah, et c'est à prendre en compte, puisque bien sûr au niveau de l'humanité, au niveau du vécu des personnes. Sûr qu'on ne peut pas comparer celui qui était concourant du nom de la Torah, et plus les générations avancent, plus on s'en éloigne. C'est sûr qu'il y a eu un événement historique. Mais la Torah elle-même, fondamentalement, ne doit pas être impactée par ça. Donc en fait, c'est juste contingent le fait qu'elle ait cet aspect-là. Que ce soit justement un miracle comme Matan Torah. Mais en réalité, elle est de toutes les époques. Donc il suffit juste de savoir extraire ce qu'elle dit, les principes qu'elle nous ramène, de pouvoir les traduire de leur essence même, qui on va voir fondamentalement nous est pas vraiment compréhensible, de pouvoir les traduire à la réalité. Donc à ce moment-là, il y aurait fondamentalement pas de différence. Une manière de voir aussi ce que tu dis, c'est que le progrès n'est pas forcément linéaire dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on considère comme de l'ordre du progrès dans les transports, dans plein de domaines, crée des maladies, créer des problèmes qu'ensuite on va chercher à régler encore avec de nouveaux progrès. Peut-être parce qu'on n'a pas été assez prudent, mais on aurait peut-être pu prendre 10 ans encore, 10 ans de plus et certains vérifier, regarder, être sûr que. Mais ce que tu dis c'est vrai par rapport à Internet, le fait que ça forcément ça entraîne des changements dans nos perceptions. Ça aussi, ça c'est vrai. C'est sûr que paraît-il qu'on a moins de possibilités de concentration. De l'autre côté, tout est accessible. Moins de capacité de mémoriser. Moins de capacité de mémoriser. Si on regarde donc ça aussi. Si on regarde le nombre de morts générés par la pollution, simplement la circulation. Si on trouve des traitements contre le cancer, etc. Mais qu'en fait on les. Les morts par la pollution, personne n'en sait rien. Alors, donc je vais ramener deux textes pour. C'était vrai aussi. Je vais ramener deux textes pour illustrer. Je ramener deux textes pour illustrer, c'est le fait que la Torah, après on verra les conséquences, mais que la Torah, fondamentalement, n'a pas d'époque. Donc c'est des principes. Après on verra que elle n'a pas d'époque, mais malgré tout, il faut prendre en compte l'époque à laquelle elle a été donnée. Mais malgré tout, fondamentalement, elle n'a pas d'époque. Donc d'abord, on va voir le principe énoncé par Nachmanide, et ensuite on verra ce qu'en dit le Maharal, pas sur le même sujet. Mais... Alors, donc il y a l'introduction de Nachmanide à la Torah. Donc entre autres, dans un texte très riche, et il nous ramène la chose suivante. Nous avons encore une tradition certaine qui colle à Torah Kula Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu, que en fait toute la Torah ce sont les noms d'Hachem. Toute la Torah c'est ce qu'on lit dans la Torah, c'est les noms d'Hachem. Shatevot Mitrakot de Shemot Benyan Acher, qu'en réalité les mots qu'on a devant nous, Bereshit bara Elokim, on pourrait les lire autrement. Donc toute la Torah est comme ça, et il va justement parler de ça. Derech Machal, qui passe sous Bereshit bara Elokim, Shamim et Haaretz, Nitralek le Tevot Achevot, on pourrait le lire autrement. Berosh Yitbara Elokim. Au début, Dieu a créé. Donc voilà, Kol la Torah Ken, Milvat Serutem, Gematriot, Yem Shen Shemot, et toute la Torah c'est la même manière, on pourrait lire de manière différente. Donc, il continue à développer.
l'idée qu'on voit d'ici, c'est quoi? C'est que, en réalité, et ça on le voit aussi dans le Zohar, et le Zohar dit malheur à l'homme qui croit que la Torah c'est seulement des histoires. C'est-à-dire que la Torah nous présente un récit qui, bien sûr, est inscrit dans son temps. Ça va avoir son importance, c'est important, mais fondamentalement, ça pourrait être autre chose. Donc, fondamentalement, on nous présente Shabbat dans un Mishkan, il ne faut pas faire 39 mélachot pour construire le tabernacle. Mais fondamentalement, on pourrait imaginer, et là pour le coup, ce serait vraiment de la science-fiction, que la Torah, elle fut donnée maintenant. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir des éclairs, on aurait autre chose qui nous dépasse. Donc, et il y aurait de nos jours un Moshe Rabbeinu, quelqu'un qui serait de la même stature. Maintenant, le fait que plus on est proche de la création, etc., il y a plus la spiritualité, on va voir, c'est possible que ce soit vrai, mais fondamentalement, il y a pas, la Torah n'a pas d'époque. Donc si on a une Torah qui serait une Torah donnée à une époque justement de transhumanisme, donc il n'y aurait pas de problème, puisque tous les problèmes seraient réglés, puisque la Torah aurait été contemporaine du fait. Donc puisque d'après le Rambam, on apprend que fondamentalement, théoriquement, c'est possible, donc maintenant c'est à nous justement de faire le travail d'adaptation. Alors le Maharal de Prague, il va nous expliquer ça de manière un petit peu différente. Donc c'est dans Tiferet Israël, l'ouvrage qu'il a écrit justement sur le sujet entier, c'est la Torah. Et il ramène une Gemara dans Sota Kaf Amoubet qui justement compare la mitzvah à une lumière et la mitzvah à une lumière et la Torah, la mitzvah à une bougie et la Torah à une lumière. Kiner mitzvah veut Torah, c'est ce que la Gemara dit. Alors lui il explique, on va s'intéresser au pourquoi est-ce que la Torah elle est comparée à la lumière. Alors, dit donc Ava la Torah sheina nitla begouf, la Torah qui n'a pas de rapport du tout avec ce qui est corporel. Vosechel nivdal bilvad, et c'est un intellect ou un spirituel complètement séparé. Donc en réalité, quand on voit dans deux textes, ça veut dire que c'est la science qui vient de Dieu directement. Le Kartikra Torah, c'est pour ça que la Torah s'appelle lumière, qui a ou nivdal le gamre, parce que la lumière n'a pas besoin d'être contenue dans une bougie ou quoi que ce soit, elle est complètement séparée, c'est un élément en soi. Et non nitla begeshem ne dépend pas de la matérialité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait considérer que la Torah en réalité c'est une réalité qui nous dépasse. On a carrément même du mal à la concevoir. On arrive à la concevoir justement parce qu'on a eu Matan Torah, parce qu'elle nous a été donnée sous forme de mitzvot, d'abord sous forme de récit, puis sous forme de mitzvot. C'est pour ça qu'elle nous parle. Et même nous on est obligé de faire l'effort de l'adapter. C'est pour ça qu'au début on a juste Dieu qui dit 10 commandements, après à tout le monde et à Moshe. Ensuite pendant 40 jours il lui apprend des principes et après c'est à nous de faire tout ce travail là. C'est pour ça on passe de la parole d'Hachem jusqu'à ce que ce soit développé après dans des missions qui vont être traités par thème, etc. Et nous on va jusqu'à ce que nous on ait des livres qui va faire un effort d'adaptation au cerveau humain. Mais fondamentalement c'est pas vraiment ça la Torah. Le but c'est d'arriver justement à se rapprocher le plus de ça. Donc si c'en est comme ça pour la nature de la Torah, ça qui nous a appris le Maharal, donc c'en est aussi comme ça pour l'aspect, pour la présentation de la Torah. Comment je traduirais ça en termes un peu plus concrets? C'est quoi? C'est que finalement il faut faire un effort de conceptualisation dans la Torah, de la dégager d'une langue qui serait elle nous dépasse, narrative, elle nous dépasse. Voilà. Donc la plupart du temps on n'a pas besoin. Ouais. Et c'est ça mais souvent ce que dit le Ramban, c'est ça. C'est ça que dit le Ramban. Il dit ça au niveau plus général. Il va juste à dire que la Torah, le Sefer Torah qu'on a, c'est celui qu'on a, mais on aurait pu avoir autre chose fondamentalement. Il va expliquer, c'est pour ça que quand il manque une lettre dans le Sefer Torah, c'est pas soul, parce qu'il manque quelque chose. Nous on comprend pas pourquoi s'il y a ce mot-là. Enfin, s'il écrit Jacob avec un vav ou pas, que ça peut changer. Attends, tu vois comment les Marocains ils gueulent quand ils voilà. Tu comprends pas. Non, mais ça veut dire si j'étudie les lois de comment je dois poser, réchauffer Shabbat sur la plata, etc. Enfin, le fondement de la Torah, c'est d'être capable quand même de monter en conceptualisation pour arriver à l'essence intemporelle. Parce qu'on en a besoin pour. Il y a quand même des notions de mitzvot. Mais supposer que tu n'as pas une plata, mais tu es dans un vaisseau spatial et tu as quelque chose d'autre à résoudre,
il faut que je sois parvenu à l'essence. Voilà, tu seras obligé de faire cet effort là, mais il n'y a pas de contradiction. Maintenant, il y aura peut-être une. Ça part déjà de qu'est-ce que c'est intervenir sur la matière, à partir de quand ça s'appelle intervenir sur la matière. Voilà. Mais si je reste au niveau de la pratique, je suis dans quelque chose de temporel, quoi. Oui, mais justement, maintenant prenant l'échelle, donc comme Arnaud a demandé, l'attente qui est faite sur le laboratoire, voilà, on n'a jamais vu ça, mais justement, ce qu'on a vu dans le Meillerie, c'est que c'est pas grave. À son époque en Provence, il n'y avait pas avec des êtres créés, il n'y avait pas des alchimistes à tous les coins de rue, ils n'en ont pas besoin, mais supposons que ça existe, ça pose pas de problème. Et de nos jours, on est justement dans une volonté justement de faire basculer tout le monde, toute l'humanité dans ce système-là. Mais fondamentalement, ça pose un problème. Il y aura un problème d'adaptation. Pour l'application des Torah. Voilà, donc ça posera un problème d'adaptation. C'est vrai que ce sera il y aura vraiment, on percevra un fossé. Oui, c'est une personne qui est dans l'espace. Mais on va l'espace, voir que justement, des fois, au contraire, ça peut avoir son avantage. On va voir. Oui. Est-ce qu'il y a des cas où c'est impossible? Il y a une personne qui est au fin fond de l'espace et qui. Justement, on va essayer de voir ça. On va essayer de voir. Peut-être qu'il y a un moment. Qui doit dire je vais faire Shabbat. Shabbat. Ouais, ça c'est. Oui, enfin, ça c'est par exemple, entre autres, c'est. Il y a un livre qui est très je sais. Il y a plusieurs. Il y en a ici. Oui, oui. Que je comprenne bien, il y a la fin. Sur Nachmanides dit que tout ce qu'il y a dans la Torah, on pourrait le voir autrement. Oui, la Torah, quand le premier verset c'était Bereshit bara Elokim, en araméen ça donne autre chose. Ouais. Alors aussi de la même manière, il pourrait fondamentalement, il pourrait y avoir autre chose. Comme n'importe quel texte finalement du monde entier. Roll, Kodesh, tout. Non, ça pourrait raconter une autre histoire, ça ne pourrait être que des lois par exemple. D'accord, ok. Et on peut aller même plus loin, on dit au nom de Raphaël de Brisk, c'est qu'il y a une différence entre les Choukim et les Mishpatim. Les lois pour comprendre les décrets, comme la vache rousse par exemple, les Mishpatim, le fait que même si je cause un dommage, je dois le rembourser. Alors, nous on a l'habitude de penser que les Mishpatim c'est quelque chose qui est compréhensible, qui est compréhensible intellectuellement. Mais là aussi on trouve la même chose que Pascal va dire, oui ça nous est compréhensible parce que Dieu a créé ce monde de cette manière-là. Dans ce monde-ci, voler c'est un dommage, donc on comprend bien qu'il y a telle et telle loi. Dans ce monde-ci, avoir un esclave, il y a des responsabilités, c'est comme ça. Mais Dieu aurait fondamentalement pu créer un autre monde. On répond au contraire, il faut voler. Et donc à ce moment-là, il y aurait d'autres lois. Donc même les Mishpatim, en fait, tout est assez relatif. Et là, on est vraiment dans la science-fiction. Une deuxième chose, les 613 mitzvot, que je comprends bien, c'est les âmes qui les ont extraites du non, le texte quand même, on a quand même un texte il y a quand même une humanité qui a reçu la Torah. Il y a quand même les Juifs qui ont reçu la Torah. Voilà, c'est clair, net, précis. Pour les 113 mitzvot, on sait qu'il y en a 613, mais lesquels c'est ça le problème, c'est les sages du Moyen-Âge qui vont discuter. Mais c'est vrai, c'est sûr que par exemple il y a Shabbat. Donc si la Torah, dans une conjoncture différente, dans un monde différent, à Shabbat par exemple, on aurait été obligé de travailler. On pourrait imaginer ça en vrai. Ouais. Ok. Tous les 2 jours, on aurait tous les 2 jours, on aurait dû chômer. C'est pareil pour les cachères et pas cachères, ça aurait fait. Non, mais attends, c'est donc l'interdit. Je suis pas en train de dire qu'il faut changer la Torah, je dis que la question c'était la Torah, elle est bloquée sur le passé. C'est absurde. Ouais. Réponse, il y a un passé qui importe, mais fondamentalement, on n'est pas bloqué sur le passé. La Torah, elle va plus loin. Oui, on parle d'imagination. On est en train de dire que. Alors, est-ce que c'est des systèmes, ça, on parle de Torah, c'est structuré complètement. T'es en train de dire que c'est complètement structuraliste, quoi. Enfin, on est dans des structures. On aurait pu dire ça c'est cachère, mais à un moment, dans un autre monde ça c'est pas cachère. Donc on est en fait dans des positions. On crée des flux, quoi. On crée des structures. On crée un monde. On voit dans la Gemara, pour une preuve que je voulais apporter, dans la Gemara dans Sanhedrin d'Af Yud Zayin, on nous raconte que Rabbi Meir, donc c'est un des plus grands Tana de l'époque, l'élève de Rabbi Akiva, je sais pas si on dit ça aussi dans les Rovines d'Af Yud Gimel, mais en fait en réalité Rabbi Meir, ses collègues n'arrivaient pas à le comprendre, n'arrivaient pas à suivre son raisonnement. Et on nous dit, pour illustrer ça, on nous dit qu'il était capable, par 50 manières différentes, de rendre pur un reptile. Dans un reptile mort, la Torah dit clairement que c'est explicitement que c'est impur, et lui il était capable de prouver que c'est pur. Donc ça veut dire quoi? Tous les commentaires se posent la question, mais quoi, il essaye de faire justement de la scolastique, des réflexions qui servent à rien. Alors entre autres, voilà, des couches à l'ével. Alors entre autres,
Peut-être que ce qu'on veut nous dire là-bas aussi, c'est que justement, on a reçu la Torah, donc telle qu'elle est reçue, elle est interdite, le Sheretz il est impur, mais la Torah nous dépasse tellement, et Rabbi Meir était capable d'arriver à ça, il était capable d'arriver à ça pour justement utiliser les concepts, quoi que j'aime. En fait, on voit dans le Maharal, c'est plus que des concepts. Le concept, ça reste toujours humain, reste toujours intellectuel. Croire c'est vraiment Sechel Nivdal, le Maharal, donc un intellect qui est complètement séparé, qui n'a aucun rapport avec, même avec notre intellect, et même quelque part avec notre spiritualité. Peut-être que par spiritualité qu'on peut y arriver. Lui était capable d'aller au-delà de ça, fondamentalement. Mais personne ne comprenait ce qu'il disait. Peut-être qu'il y a peut-être finalement entre les textes et la matière et les sciences, à la fois les lois, les histoires sont des portes d'entrée pour comprendre la matière, quoi. Pour la transformer ou l'appréhender différemment dans un lien, dans une approche spirituelle, quoi. Oui, tout à fait. Très bien. Dire qu'on pourrait déduire, si on reprend l'exemple de la plata, peut-être qu'en fait le sujet c'est pas effectivement c'est la matière, qu'est-ce qu'elle devient avec la chaleur, dans quelle situation. Ouais, et quand tu vois la Gemara, en réalité quand tu vois la Gemara, elle va parler de ça, on va parler des différents principes de transformation de la matière, etc. Donc on va voir, c'est ça l'intérêt. Voilà. Moi j'ai besoin d'un replumage, je vais venir pour le vérifier. Juste là, ici. Juste là, non, juste en haut. Non, parce qu'il faut racheter. Non, juste en haut. Juste en haut. Ah. Ouais, juste à côté. Non, juste à côté, le à gauche. Voilà, merci. Alors, donc ça c'est, on a prouvé que donc fondamentalement, alors encore une fois pour que ce soit bien clair, la Torah elle a sa forme actuelle, c'est-à-dire qu'elle a été donnée au moment de Matan Torah et que même quand nous on l'étudie, on est obligé de passer par là, mais fondamentalement elle peut s'adapter. Dans la nature, fondamentalement son essence c'est qu'elle peut s'adapter, qu'elle n'a pas d'époque. Mais il n'empêche qu'elle a quand même pour nous, il y a toujours une différence entre celui qui donne, donc Hachem, ce qu'il a donné et nous qui recevons. Et toujours, c'est fondamental dans le Maharal, il y a toujours une différence, il y a toujours une marge. Donc ça, on va jouer sur ça. Mais fondamentalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Justement, mais encore une fois, j'aurais tendance à vouloir dire, encore faut-il savoir faire parler la Torah. Justement, être capable de passer, puisque par exemple, on a parlé tout à l'heure de Rav Moshe Feinstein, lui, il est le plus grand décisionnaire de notre génération, c'est justement tout leur travail, c'est justement de passer des réalités très différentes. Voilà, de pouvoir faire le travail de passer d'un monde ancien, par exemple le prophète Sraïm qui parlait vers les années 1930, aux réalités de nos jours, et en effet, de nos jours, il y a toujours des choses qui se posent. Mais maintenant, à quel point ces réalités-là, prévues par le transhumanisme, vont s'inscrire dans notre vie de tous les jours, ça, on va voir, c'est pas forcément du jour au lendemain. Quoique, par exemple, par rapport à Internet, c'est vrai qu'on a une réalité qui s'impose et qui n'est pas sans poser quelques interrogations. Alors, maintenant, la troisième partie, c'est de savoir, est-ce que, malgré tout, après tout ce qu'on a dit, est-ce que malgré tout, il n'y a pas un point de rupture, un point de confrontation obligatoire entre la Torah et la science-fiction. Alors, c'est vrai que, donc, quand bien même on a montré que la Torah au niveau conceptuel n'avait pas d'époque, malgré tout on sent bien justement que la Torah est donnée pour une époque. Parce on sent bien. On aurait peut-être éventuellement mauvaise conscience à s'imaginer dans un monde décrit par exemple comme Yann Banks, où on peut vivre éternellement, pratiquement éternellement, on peut faire ce qu'on veut, plus besoin de se marier. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche un peu. Donc on va voir. Alors maintenant la question que donc moi j'ai voulu poser le problème de cette manière-là, c'est et on pourrait intituler le cours de cette manière-là, c'est pour quelle humanité parle la Torah. Parce que selon la dernière œuvre qu'on a abordée, c'est celle de Yann Banks, qui justement montre qu'il y a une humanité qui est très différente. Lui ne parle pas du tout de la Terre, part dans une nouvelle, mais en réalité on ne sait pas à quelle époque ça a lieu.
paraît qu'il aurait voulu écrire justement comment on est passé de notre monde jusqu'au monde qu'il décrit, mais il est mort avant. Mais c'est dans une humanité qui est, disons, peut-être même des fois là-bas, on voit que les choses mettent 10 000 ans à changer, donc on voit un monde qui a complètement, on voit que c'est un monde qui a complètement changé au point que l'homme est complètement différent. Il est toujours extérieurement, il a toujours gardé le même aspect, mais il y a énormément de choses qui ont changé en lui. Pas forcément dans son corps, mais dans la manière dont il a une interaction avec l'univers qui l'entoure. Dans sa perception, dans la manière. Alors, est-ce que la Torah, elle désire ou elle tolérerait ce monde? Ou est-ce que bien plus d'une manière différente? Pourquoi l'humanité parle de la Torah? C'est-à-dire, est-ce que la Torah nous a donné à l'homme une forme? Il se trouve que c'est la forme des ancêtres qui ont reçu la Torah, mais est-ce qu'on doit absolument la conserver ou pas? Est-ce qu'il y a un moment où il y a un point de rupture, de non-retour? Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça nous permet de revenir à ce qu'on avait vu au tout début. Parce qu'au tout début, on avait parlé justement des apocalypses, etc., de la singularité. On pourrait s'imaginer qu'il y a une humanité qui aille dans le mur et qui soit éliminée. En fait, c'est quoi l'histoire de l'apocalypse? Maintenant, il y a beaucoup de séries justement télé qui parlent de ça, d'un monde post-apocalyptique. En réalité, c'est une société qui va, c'est une société qui va à sa perte. Et en réalité, bien que la Torah soit éternelle, il y a quand même un dessein de l'humanité qui est prévu. C'est ce qu'on attend. On attend le Mashiach. Donc, est-ce que ce serait, on pourrait imaginer un monde qui soit entièrement détruit parce que les gens se sont mal comportés. En réalité, ça va être lieu, parce qu'on a vu ça dans la paracha de la semaine dernière, c'est le déluge. Et en réalité, tout le long de l'histoire, on est des fois confronté à ceci. Par exemple, la peur de l'atome, qui a été à l'origine de beaucoup d'œuvres de science-fiction de l'époque, c'est cette peur-là. C'est le fait en fait que l'humanité, par ses passions, être entraînée à disparaître. À ce moment-là, il faudra tout recommencer, ou éventuellement il n'y aura plus rien. Justement, encore aussi dans Yann Banks, on trouve un moment où il y a des mondes qui sont morts. C'est-à-dire que, comme les gens peuvent aller d'une planète à l'autre, on peut aller, je ne sais plus si on peut les visiter, ou bien est-ce qu'on peut aller voir des mondes dont l'humanité s'est entièrement déchirée, et il n'y a plus rien dedans. Et donc on les voit, en fait ça peut permettre aux gens de se rendre compte de ce qui s'est passé. Mais il y a tout un épisode d'un ouvrage, une forme de guerre qui se passe dans un monde qui est mort comme ça. Donc ce serait possible. Et en fait, en réalité, ça pose le problème de la fin du monde. Mais premièrement, on voit que ça a eu lieu dans la Torah, c'est la génération du déluge, c'est ça. Mais c'est aussi la peur que l'humanité a eue par rapport à l'atome. Et moi, la peur de l'humanité par rapport à l'atome, à la bombe atomique. Et alors maintenant, on peut se demander, est-ce que les staplers ou prisonniers ils avaient peur de la bombe atomique? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, juste une question avant. Oui. Si on imagine ça, ça veut dire que même si on va dans le mur, l'humanité va périr, on serait censé, dans un monde post-apocalyptique, suivre la Torah encore? Non, justement, c'est en amont. En amont. Est-ce que justement, pour éviter qu'on arrive à ça, puisque c'est possible, est-ce qu'il y a quand même malgré tout des limites qu'il ne faut pas franchir? Donc même il y a la possibilité. Si maintenant, alors voilà, je sais pas. Si on les franchit, je sais pas ça. La discussion, c'est de dire, est-ce que la Torah envisage son propre échec? C'est ce que je demandais. Est-ce qu'ils avaient peur, l'enfant de niche est-ce que ils avaient peur de la bombe atomique? Alors, moi j'aurais tendance à dire qu'en fait on a déjà connu des fins du monde. Puisque toutes les catastrophes qui ont touché le peuple d'Israël, c'est à certaine manière une fin du monde. Donc en effet, ça peut arriver. On ne connaît pas les contes d'Hachem. Mais quelque part, peut-être oui. Le fait qu'il y ait toujours l'exil, en fait, c'est ça que Mais je suis d'accord, mais si on parle du déluge, à la fin du déluge... Le déluge c'est spécial, mais enfin on va voir. Ouais, Dieu dit bien, bon bah je vais pas tout détruire, toute l'humanité. Oui, mais alors là, je suis obligé de convoquer la Gemara qui dit qu'il y avait, je sais pas si c'est la Gemara ou le Zohar, qui dit que Dieu il a créé des mondes, il est occupé à créer des mondes et les détruire. C'est des humanités qui ont échoué. Et ça pose le problème des extraterrestres aussi. Il n'y aura plus de monde. Plus avec l'eau.
Non, ou des maboules partielles aussi. Non, mais à la limite, non, des mondes partiels, oui, mais. Et par exemple, comme Uchronie, j'avais pensé au fait que, vous savez que Uchronie, c'est une dystopie, c'est un futur qui est différent de. On voit qu'après le Veau d'Or, Hachem il dit à Moshe oh, écoute, les Bnei Israël, j'en peux plus, je vais faire de toi un grand peuple. Donc, ça, c'est une Uchronie, on imaginerait un peuple, un peuple juif issu de Moshe. Moshe il dit non, parce que si déjà avec les 3 votes ça n'a pas tenu, avec moi ça n'a pas tenu. C'est vrai qu'avant tous les autres qu'on dit avec toi, on fait une grande nation, ils acceptent. Noé accepte, Abraham accepte, ces gens-là acceptent, mais Moshe il accepte. Ouais, mais parce que Moshe il n'y avait pas que lui, il y avait le peuple qui était là. Vous savez qu'à part ça, Robert Silverberg il a écrit un livre, alors je ne vois plus du nom, mais justement où on voit qu'est-ce qui serait passé, donc ça se passe au temps contemporain, où les Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y a encore, on est en Égypte, vous trouverez la référence. Et en fait, il y a l'Égypte, alors je ne me rappelle pas exactement du contexte, mais à l'Égypte, il y a encore 12 millions, peut-être même plus de Juifs qui sont là-bas, et ils attendent Moshe, mais il est plus ou moins présent, je ne me rappelle plus exactement. Mais ils sont toujours été plus ou moins. Bon, lui aussi, il a écrit Roma Eterna, je crois que c'est dans celui-là, mais je ne suis pas certain. En fait, quand tout le monde dans toute la littérature juive, depuis Lévin jusqu'à aujourd'hui, les mecs en garde ne faites pas telle et telle erreur. Finalement, c'est ici qu'ils attendent cet échec. Ils se disent faites gaffe parce que cet échec, si vous n'allez pas passer à côté. En fait, quelque part, le fait que l'exil, c'est encore ça, le fait que le temple n'a pas été détruit, le temple est présent, dans la tension, elle est là. Alors, par rapport à la peur de. Les peurs, on a tout le temps. Bien sûr, vous avez peur. Il y a le réchauffement. Non, moi je pense. Moi, Giguère, qui est un élève du Ravoleux, il nous avait dit que non, nous on a d'autres peurs que la peur de l'atome. C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, que on laisse un peu la géopolitique, puisqu'on n'est pas à la manœuvre au reste de l'humanité, que nous on aurait quelque part notre rôle, le fait de ne pas se détruire nous-mêmes, au niveau collectif ou individuel. C'est-à-dire, vivre dans cette peur-là, on l'aura pas. Chacun s'attaque. Il disait nous, ça nous. Non, ils n'ont pas dit. Moi, qu'un élève de Ravelbeu nous avait dit ça à l'Échiva. Et il disait quoi, que ça les concernait pas? Dire en fait que c'est pas la peine des autres peurs. C'est pas dire qu'il ne faut pas y être. Il faut pas y être attentif. Par exemple, le fait que le réchauffement climatique, c'est au niveau individuel, ça peut être des choses qui doivent on doit faire l'effort justement de pas gaspiller, d'être sensible à ça. Mais le fait d'avoir peur de la bombe atomique au moment de la guerre froide, nous on a au niveau individuel ou collectif, on peut penser à autre chose. Ça c'est ce que disait. Non, ça c'est ce que Giguère disait. C'est un élève Ravoleux. Il s'appelle Rav Brasil, il s'appelle. Il est pas très connu. Brasil. Ouais. Qui est d'ailleurs un film de science-fiction. Mais de quel film? Je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il c'est un élève de Ravoleux. Non, mais à quel film? C'est Ravoleux. Mais ce qui est paradoxal, je trouve, dans la science-fiction, c'est que souvent la projection sur un monde apocalyptique, elle est sous forme d'un autre monde, d'une autre planète, de quelque chose qui ne nous concerne pas directement sur Terre. C'est pour ça que la Terre a toujours. Alors, première raison. D'ailleurs, c'est justement pour ça que la Terre elle est toujours escamotée, quelque part. C'est pas là-bas que ça se passe, que l'action principale se passe. Mais c'est peut-être justement parce qu'ils ont conscience que de tels changements ne peuvent avoir lieu que dans très très longtemps. On dit que donc, et c'est le retour du mythe en fait. Le mythe c'est il y a très très longtemps, et le mythe dans l'avenir. On est obligé de prendre énormément de. Est-ce que ce serait pas une vision optimiste finalement en creux qui dirait regardez ce qui pourrait advenir, mais de toute façon sur Terre ça ne se passera pas. On est obligé de mettre à distance, ce serait pas. On met à distance parce qu'on n'y croit pas vraiment. Quoi. Ce qu'il dit, on est obligé de mettre à distance en tant que juif le fait qu'il pourrait y avoir une bombe atomique, mais. Ça veut dire que les critères si l'humanité s'interroge sur des critères de sa survie par rapport aux dérives de la science, nous on va s'interroger, on peut être pris dedans, mais on va s'interroger sur les critères de notre survie par rapport au peuple juif, en tant que peuple juif. Parce que on a des textes qui disent que Dieu il a regardé dans la Torah, il a fait le monde. Oui, ça en fait c'est ce qui ressortait du Rambam aussi. Il peut être que bon finalement. Ah non, parce que justement, c'est pas parce que l'homme il a le libre arbitre qu'il peut faire des bêtises. Et le déluge c'est ça. C'est que il y avait
une humanité. Donc après les textes disent qu'ils avaient un niveau intellectuel très puissant, qu'ils auraient dû recevoir la Torah. On dit que parmi eux il y avait la Neshama Moshe Rabbeinu, etc. Et c'est des gens qui avaient une capacité intellectuelle extraordinaire, mais qui justement l'ont abîmé. Donc on voit bien que... J'arrive pas à comprendre comment en tant que juif on peut avoir une conception d'un Dieu miséricordieux. Ouais. Et que du coup, comme il est miséricordieux, on sait qu'il a déjà tout devant lui. Donc finalement on n'a pas de soucis à se faire entre guillemets. Oui, mais à ce moment-là, tout est possible, parce que Dieu il est miséricordieux, donc il peut faire ce qu'il veut. T'as pas être miséricordieux, si tu le vois, c'est se droguer. Si les gens font des bêtises, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est-à-dire toi t'as le dessin de. T'as pas la vie de ton fils en entier devant toi. Ouais, mais t'es la vie immédiate et t'as un père. Sur un instant, mais si tu sais qu'il va être médecin un jour, tu seras peut-être. Et médecine. C'est vrai que si tu mets ton fils sur une drogue, mais qu'un jour il sera un bon chirurgien, tu fais quoi? Si tu le sais. Alors. C'est ça qui Je suis au droit des conneries. Donc, donc alors moi justement, donc pour pouvoir répondre à cette question de pourquoi l'humanité parle de la Torah, on va procéder d'abord en s'interrogeant. On a vu que on avait défini la science-fiction comme l'interrogation de l'humanité sur son avenir. Maintenant, on va voir le rapport justement entre pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire pourquoi est-ce que comme si en fait l'humanité ressentait que le progrès lui était consubstantiel. On va voir le rapport qu'il y a entre l'humanité et le progrès. Pourquoi c'est aussi important. Donc après on va voir en fonction de ça jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Est-ce que la Torah elle a à dire sur ça. Donc il semble bien que la tradition, elle identifie la société occidentale dans laquelle on vit avec le progrès. On va ramener plusieurs Gemarotes sur ça. Il y a deux Gemarotes qui en parlent, qui sont très parlantes sur ce sujet-là. La première, c'est la Gemara dans Psachim, très Amud 118b, qui raconte que, en réalité, quelqu'un ramène que dans la ville de Rome, il y a 365 marchés. Et dans chacun de ces marchés, il y a 365 tours, donc des grands silos. Dans chacun de ces silos, il y a 365 étages. Et dans chacun de ces étages, il y a de quoi nourrir le monde entier. Donc ça c'est une première Gemara. Une deuxième Gemara dans Yoma d'Afkaf Amud, donc Yoma 20, qui dit que si ce n'était qu'il y a trois voies, donc littéralement c'est marqué colosse, des voies. Et le Marshall explique que c'est pas des voies, mais c'est trois phénomènes qui sont universels, qui sont remarquables, dont desquels tout le monde est au courant, qui s'entendent d'un bout à l'autre. Le premier c'est le parcours du ciel dans la terre. Le deuxième c'est le bruit de Hamona Shemroni, c'est-à-dire le bruit de la multitude de la ville de Rome. Et le troisième c'est le bruit de la naissance, quand une personne naît. Il y en a qui rajoutent quand quelqu'un quitte ce monde. Donc qu'est-ce que ces Gemarotes elles peuvent vouloir nous dire, si ce n'est qu'en réalité pour la tradition on confond Rome avec l'activité humaine. Donc le fait que Rome bien sûr c'est encore l'histoire qu'on a vu que c'est les contemporains, que le symbole pour les rabbanim, qui est justement les Tanaïm qui sont contemporains de ça, ils sont impressionnés par l'industriosité des Romains, par le fait qu'ils ont conquis le monde. Alors ils ont conquis le monde au niveau métaphysique, ça nous embête bien parce qu'ils ont pris, c'est le 4e empire, ils ont détruit le temple. Mais en réalité, fondamentalement, c'est eux qui maintiennent ce qu'on appelle, qui participent, qui construisent l'Yeshuva Shelola, c'est-à-dire le développement de la civilisation. Donc ça leur est c'est consubstantiel. Les deux sont liés. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et en fait, en réalité, historiquement, on voit. Donc les Romains, c'est intéressant parce qu'on parlait, jusqu'à présent, on avait vu avec le Chazonish et le Meiri, la science des anciens. Les Romains sont remarquables par leurs ponts, leur construction, leur génie civil, mais ils n'ont pas développé les sciences autant qu'on pourra le voir développé par l'Occident chrétien à partir de la Renaissance. Le vrai développement de la technique, c'est beaucoup plus tard. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il faut demander aux historiens. Il y en a qui veulent dire que c'est parce que justement
ils n'avaient pas besoin, parce qu'il y avait une énorme main-d'œuvre, beaucoup d'esclavage, beaucoup de richesses, etc. Donc il n'y avait pas besoin. Et après, c'est revenu après, il a fallu se développer, longtemps après, hein, près de 1000 ans après, c'est pour ça que les sciences se sont développées. Donc ça c'est une première fois, on voit que c'est confondu. Alors pourquoi est-ce que c'est confondu? Alors, on a une bara dans Brachot, 58a, qui nous dit que il y a une bracha, il y a une bénédiction différente à faire lorsqu'on voit un sage des nations et lorsqu'on voit un érudit en Torah. Lorsqu'on voit un sage des nations, on fait Baruch Shinatan Michormato, on fait béni soit celui qui a donné de sa sagesse, et lorsqu'on voit un sage qui est en Torah, on fait béni Baruch Hashachalak Michormato Lirea, celui qui a béni soit celui qui a partagé de sa science, donc de la Torah, à ceux qui le créent. Pourquoi il y a une tellement grande différence? Alors, on peut répondre par rapport à d'autres textes. Donc pour tout ça, je me base sur l'enseignement du Parad Yisrael, du Rav Hutner dans divers endroits, entre autres dans Hanouka. Et on se réfère, en fait, pour comprendre ça, on se réfère à une Mishnah dans Avot, Perek 5, Mishnah 1, qui nous dit que le monde a été créé en 10 Mahamarot. Je ne peux pas te traduire parce que littéralement c'est 10 pardons dans le sens à la romaine de battre les autres peuples, mais justement de créer une société. Et après Matan Torah, donc il y a un chemin, il y a quelque chose qui est plus spirituel, c'est la Torah. Et ça correspond à ça, la bracha, quand on voit un érudit en Torah. Donc si on part de là, ça veut dire que vraiment l'humanité c'est son rôle. Pourquoi est-ce que l'humanité sent qu'elle doit se développer? Parce qu'en réalité c'est normal, c'est vraiment sa vocation. Donc c'est pour ça qu'ils sont intrinsèquement attirés vers cela, d'où le fait qu'il puisse y avoir la science-fiction qui en fait va prendre du recul, et donc voilà, surtout de nos jours ça va beaucoup plus vite. Est-ce que ça va beaucoup plus vite parce que c'est scientifique, une découverte, à un certain moment les découvertes s'enchaînent, ou bien c'est des scientifiques, ça va de plus en plus vite pour des raisons métaphysiques qui nous dépassent? Ça je ne sais pas. Donc c'est ce qu'on voit, donc c'est normal que c'est normal qu'il y ait cette volonté. Maintenant le problème c'est que justement puisque c'est une vocation, alors il peut y avoir des dérives. Et c'est là justement où il y aura un point d'achoppement entre éventuellement ce que la Torah désire et la science-fiction. Alors sur ce point-là, je trouvais un texte très intéressant du Rav Yehuda Leher Bloch du Shiurei Da'at, donc était un Rosh Yeshiva à Tel avant-guerre. Yosef Leib. Yosef Leib. Oui, Yosef Leib, Yosef Yehuda Leib, absolument. Donc lui, oui, c'est le père et c'est son fils. Oui, absolument. Lui, c'est le père. Donc lui, il va aborder ce thème. Donc pas forcément dans les termes dans lesquels on en a parlé, mais il va parler de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que l'humanité décide. Maintenant on parle de l'humanité. Qu'est-ce qu'elle décide de faire de ses capacités, de cette propre volonté intrinsèque de développer la science. Alors justement il va développer ça au sujet de d'Oraflaga, c'est-à-dire la génération de la tour de Babel. C'est ce qu'on a lu hier. Donc c'est assez remarquable qu'on trouve ce parallèle. Donc lui il pose une question, donc ce serait une étude de texte. Quand on lit le texte de la tour de Babel, on ne trouve pas qu'ils aient fait de faute réellement. Qu'est-ce qu'il leur est reproché? Autant dans la génération du déluge, on trouve qu'ils étaient débauchés, il y avait le Hamas, le vol, etc. Donc on disait qu'ils ne pouvaient plus continuer. Mais dans la génération de la tour de Babel, on voit pas, on a plus de mal à percevoir, quelle est leur erreur. Je peux interrompre. Oui, je vous en prie. Il y a
un livre de science-fiction de l'auteur américain Nick Stephenson. Oui, les hommes, Vayomer Hachem, Hachem a dit, En Am Echad, voici que c'est un seul peuple, Safa Achat Lekoulam, ils ont tous la même langue, Zé Achilam Laasot, et ils ont commencé à faire ceci, Veata, maintenant, Lo Yibatser Mehem, rien ne sera impossible, Kol Asher Azmou Laasot, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Vanarda, je vais descendre et je vais bouleverser leur langue de manière à ce qu'ils ne se comprennent plus. Donc c'est quoi vraiment le problème en réalité, entre eux, justement, ce qui nous est décrit dans la Torah, est-ce que les Midrashim nous ramènent, qui voulaient vraiment se battre contre Dieu, il y a une grande différence. Donc c'est quoi le problème? Comment on passe de l'un à l'autre? Alors justement, le Rav Bloch, il veut montrer que en fait, il y a un problème de fond, c'est-à-dire que le fait justement qu'on ait cette science-là, qu'on ait cette capacité-là, c'est vrai que c'est un outil formidable, justement pour permettre à l'humanité de remplir sa tâche, de maîtriser le monde. Mais malheureusement, ce qui s'est passé dans la tour de Babel, c'est qu'ils ont voulu tous se mettre ensemble, justement pour maîtriser, pour pouvoir se défendre de tout ce qui pourrait venir de Dieu. C'est-à-dire en fait ils ont utilisé leur science justement qui leur permet de dépasser leurs simples conditions humaines pour pouvoir carrément se passer de la providence. Et donc là il y aurait une vision pas forcément négative de la science, mais simplement le fait qu'on met en évidence que dans chaque progrès il y a un risque, et celui-ci justement d'utiliser son intelligence pour pouvoir justement pour pouvoir ne plus être sensible à ce que Dieu nous rappelle, comme à ce que Dieu justement par les biais naturels peut nous permettre de ressentir. Et donc il développe, c'est ça l'idée du fait qu'ils sont mis tous ensemble justement par la force, par le fait d'être entièrement investi dans un seul projet. D'où le fait en fait que ça aussi on retrouve souvent dans la science-fiction, le fait que les gens sont complètement pris par le fait comme on avait vu le parallèle entre le Sefer Yetzira et le savant, des choses qui nous dépassent. Donc en fait, souvent dans la science-fiction, c'est un grand projet pour l'humanité. Donc ce grand projet peut éventuellement être considéré pour permettre à l'humanité de prendre son indépendance complète par rapport à la providence. Rav Bloch il va plus loin, il dit qu'en fait dans les livres de Kabbalah, on trouve ça, on trouve qu'il voulait, donc au niveau des sphirotes, moi je maîtrise pas mais c'est ce qui ramène, qu'il voulait séparer la sphira Malchut des autres sphirotes. Ça veut dire quoi? Bon, sans entrer dans le détail, la sphira Malchut c'est le fait que il y a énormément de monde spirituel, mais la sphira Malchut c'est le monde qui est le monde le plus proche de nous, c'est le monde physique. Donc il voulait justement séparer le monde physique, prendre leur complète indépendance, pour ne plus recevoir de messages de signaux, ne plus être confronté à Dieu, et donc pouvoir éviter, en l'occurrence, qu'il y ait un nouveau mobile. Donc ça c'est un problème, c'est que la science, ça veut dire quoi dans notre sujet? Ça veut dire que la science se voit comme un but en soi. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de science-fiction, c'est que souvent la science est érigée comme valeur. Par contre précisément c'est la sphère qui est réceptive. Donc c'est celle qui reçoit dans voilà, c'est ça, c'est qui reçoit. Il ne veut plus être un réceptacle, il veut devenir un acteur. Et donc j'ai pas trop compris ça. C'est difficile. Oui. En fait, ça veut dire qu'il voulait séparer complètement, éventuellement se préparer à un monde qui n'ait plus de nécessité de contingence spirituelle. Puisqu'on maîtrise tellement la nature qu'on est complètement indépendant et que tout ce qui se passe, dès qu'il y a un problème, on peut l'éviter. Théoriquement, c'est possible. Le transhumanisme, le fait de vivre tout le temps, etc. On ne sait pas ce qui se passe par rapport au temps, par rapport on peut faire tomber la pluie. Tout est possible, justement parce que dans la nature tout est possible. Donc vraiment, et en ce moment-là, on ne trouverait plus de traces de. Aujourd'hui, avec les recherches de Google, on est dans la projection d'un monde d'un homme immortel qui pourrait ne jamais mourir. Chaque fois qu'un organe est venu, on ne l'aurait pas. Dès lors qu'on maîtrise tout, oui, mais c'est ce vers quoi on tend, quoi. Ce que je comprends pas là-dedans, parce que j'entends bien tout ça, mais si Dieu il a envie de mettre devant nous un sentiment ou quelque chose comme ça, même si on est éternel ou même si quoi que ce soit, il y a quand même une providence dans ce truc-là.
Oui, mais elle sera moins. Je pense que ce qu'on va voir, c'est que en fait, a priori, là où il y a un point d'achoppement entre les deux, c'est que la Torah, elle veut qu'on reste quand même. La Torah, elle veut qu'on reste quand même de nos limites humaines pour justement être à l'écoute de la nature. Et la nature, en fait, c'est la manière dont Dieu nous parle. C'est pas pour rien que l'homme, c'est ça s'appelle Adam, qu'il est pris de la terre. Et en fait, donc le fait qu'on ait un cycle biologique, etc. C'est quelque chose qui... Et là, en effet, on trouve un point de contradiction, c'est qu'on a, en effet, aussi l'histoire de Baltachrit, qui fait qu'on n'a pas le droit de s'abîmer. On doit rester avec son corps, et on est sans habit, on est enterré sans habit aussi. C'est le fait qu'en réalité, oui, en effet, je pense que d'après ces textes-là, on voit qu'il y a un endroit, un point qu'on n'a pas le droit de dénaturer. Et donc ça doit faire réfléchir par rapport au transhumanisme, quand bien même si c'était le cas, donc éventuellement, si c'est le cas, ça peut ne pas être bien, parce que ça pourrait être une destruction du monde comme le déluge, parce que le déluge c'est ça, puisque les espèces se mélangeaient, il n'y avait plus de possibilité de reconnaître, donc on pourrait imaginer qu'on soit allé trop loin, mais entre-temps, si c'est utilisé pour le bien, donc la nature, ça doit être considéré la science comme un moyen et non comme une fin, mais malgré tout, entre-temps, la Torah pourrait toujours légiférer. Mais est-ce qu'au niveau du destin de l'humanité, c'est ce qu'elle veut, parce que le niveau métaphysique, c'est ce qu'elle veut, c'est pas sûr que c'est le cas. Alors je terminerai par deux... Mais de toute façon, si on veut agir pour le bien en communauté, il y aura toujours des gens, des individualités qui utiliseront les moyens pour agir pour le mal. Ah oui, tout à fait. Obligatoirement. Alors ça, je ne l'ai pas lu, mais il y a un texte, là j'ai trouvé pour le coup, un texte de Rav Dessler dans Myrtem et Léou, volume 1, page 71, qui justement semble carrément aller prendre vraiment, sans carrément s'opposer au progrès, parce qu'il prend les cas d'une Mara dans Makot 23, où on voit que David Ameller, il a creusé les fondations du temple et il est allé trop loin, et il a fait remonter l'abîme, Tohu-Vavohu dont on parle dans la création, qui a voulu engloutir le monde. Et lui, il développe aussi avec des thèses de Kabbalah, du Zohar, qu'en réalité, avec la science, on peut carrément détruire le monde. Et lui, il le perçoit comme une humanité qui suivrait ses passions. Voilà. Bon, on peut préférer le texte de Rav Bloch et plus nuancé par rapport à ça, mais c'est un texte. Hein, il parle juste après la guerre. Oui, tout à fait. Il parle juste après la guerre. Alors ça, c'est la première partie. Avant, pour terminer, on va faire remarquer que par rapport, puisqu'on parle de science-fiction et transhumanisme, c'était en 1944. Ouais. Comme quoi. Je connais rien. Alors, donc en fait, en réalité, quand on lit les romans de science-fiction, et aussi quand on s'intéresse à ce qui est développé par rapport aux transhumanistes, on a l'impression que c'est vrai que c'est des gens qui ont énormément de moyens, mais d'un côté on décrit un monde qui n'est comme valeur que la science, que le progrès. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y a des époques où on était plus ou moins fascinés par la science. Alors, après la guerre avec la bombe atomique, c'est sûr que c'est très important. Mais en réalité, il y a d'autres paramètres. L'économie, c'est un paramètre extrêmement important. De nos jours, la plupart des progrès, si on a Internet, c'est parce qu'on avait besoin pour l'armée, etc. Donc il y a deux paramètres, il y a l'économie, il y a l'armée, la géopolitique, et souvent les auteurs de science-fiction ne prennent pas du tout ça en compte. Et donc c'est par rapport à ça, c'est pas du jour au lendemain. Justement, on a vu que les auteurs prenaient toujours une centaine d'années pour voir la technologie développée, mais qui dit que l'humanité voudrait aller dans ce sens-là? Pour l'instant, il y a d'autres paramètres qui sont plus importants. Justement, par exemple, un exemple, c'est que là, il y a quelques mois, on a essayé de faire... on a parlé du robot qui s'appelle Curiosity, le robot qui est censé se poser sur Mars. Donc on a essayé d'emmener un robot, et 2 fois, il est allé... Non mais là, il est tombé, mais il est aveugle. Donc il sert à rien. Donc si on a du mal à faire aller un robot sur Mars, je ne sais pas si c'est du jour au lendemain qu'on arrivera dans le monde de Frank Herbert ou d'Asimov. Il y en a plusieurs qui prennent des photos superbes. Oui, non, mais attends, le bouleversement d'Internet, c'est devenu d'une fulgurance incroyable. Oui, c'est vrai, parce qu'Internet, ça répondait à des... C'est un truc, on n'aurait jamais... Ça répondait à des nécessités économiques, etc. Et ça arrange... Ah, je crois que ça a été une pulsion humaine incroyable. Alors je terminerai justement... Non, excuse-moi, parce que moi j'ai vu par hasard, parce que j'avais un ami qui était hyper dans le délire Internet, j'ai vu les premières images d'Internet, quand ça a commencé. Mais 2-3 ans après, c'était un truc incroyable. Enfin, je veux dire, il peut y avoir dans des moments de progrès humain des bouleversements qui... Oui, mais il n'empêche que... C'est-à-dire le robot, à un moment donné, on pourrait imaginer un instant qu'une IA
Oui, justement, mais est-ce que tu penses que explose. vraiment, quand on entend la science-fiction, les transhumanismes, c'est l'avenir de l'humanité, c'est obligé que ça arrive à ça? Je sais rien. Moi je dis, c'est pas sûr, il y a d'autres, peut-être oui, peut-être non. Parfois, il y a des bouleversements technologiques qui viennent en une année, quoi. Et le truc, c'est un choc. La chose qui est dure à appréhender aujourd'hui, c'est aussi une forme d'accélération créée par Internet. Parce qu'avec le big data, le fait d'avoir en temps réel des informations surtout, de pouvoir les modéliser, les mettre ensemble et décider par rapport à ça, ça rend totalement imprévisible les évolutions futures. Ouais, tout à fait. Du jour au lendemain, une nouvelle invention peut arriver, quelqu'un peut décider que, avec en plus un pouvoir qu'a l'individu qui est incomparable avec celui qu'on avait avant, une personne seule peut depuis chez elle, avec une idée extraordinaire, bouleverser le monde en quelques jours, avec peu de moyens. Ouais, donc ça rend le monde un peu aléatoire, quoi. C'est un peu limité parce que le big data, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et donc ça peut mener dans des voies complètement aberrantes et freiner le progrès. Si on ne sait pas bien l'utiliser actuellement, c'est utilisé par des méthodes statistiques que très peu de gens comprennent, parmi ceux qui les utilisent. Oui, ça donne du pouvoir à quelques-uns comparé à d'autres. Et ça, on voit ça dans il y a 3-4 personnes, moi je sais pas, moi j'ai déjà utilisé ça. Je pouvais, en utilisant les algorithmes, faire dire blanc et noir. Ah ouais, on peut manipuler. Alors, les manipulations sont un peu à l'infini. Là, on peut se demander si une question, la démocratie même peut être atteinte par ça. Parce que des gens peuvent avoir accès à des énormes fichiers, contrôler les... c'est déjà là, de toute façon, dans les partis politiques. Zuckerberg, il va être président des États-Unis. Voilà, ouais, par exemple. Bon. Alors, je terminerai par... Voilà. Alors justement, ce qu'on a voulu montrer, c'est en confrontant la Torah et la science-fiction, c'est que la Torah, malgré tout, bien qu'elle puisse être adaptée, demande quand même à ce que l'homme garde un certain rapport avec la manière dont il était naturellement créé, qui a un rapport avec la nature, en fait. Alors j'ai pensé, par exemple, je me suis imaginé qu'il y aurait quand même, dans la science-fiction, il y aura malgré tout, même si on arrive dans un avenir tel que vous l'écrit dans la science-fiction, si on respecte la Torah, par rapport à ce que tu avais demandé, on arrivera quand même à un certain point d'équilibre, parce qu'on aura la Torah nous demande quand même de garder une certaine raison, un certain rapport avec ce qu'on est naturellement, c'est-à-dire le fait de se mettre à distance, une distance nécessaire avec la Torah. Et par exemple, j'ai pensé à un exemple, si on est dans un vaisseau spatial, donc tout est entièrement technologique, biologique, ce que vous voulez, mais malgré tout il n'empêche qu'il y aura toujours lundi et jeudi et pendant le Shabbat des juifs qui vont sortir un rouleau de parchemin pour pouvoir lire la Torah. Donc ce sera toujours encore un rappel, il y aura toujours un lien qu'on doit garder avec la nature. Avec la Terre du coup. Avec la Terre, absolument. C'est-à-dire que même si on est sur une autre planète, comme on fait par exemple. Ça c'est justement, il faudrait adapter, mais pour l'instant ça l'est pas. Mais déjà on a des choses comme ça, parce que quand on est au pôle, on ne sait pas exactement quand faire Shabbat, donc en réalité. Bon, après on pourrait dire justement que ce que la Torah veut, c'est qu'on soit dans un endroit en air extrême où tous les horaires sont les horaires qui correspondent, etc. On pourrait dire ça. Mais il n'y a pas de contradiction. Il y a une petite histoire, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Hoffman, qui m'a envoyé on s'échange d'entendre des petits trucs de science-fiction. Et là où il y a got Rabbi, s'il faut lire l'anglais, où il y a got Rabbi en Vénus. C'est très amusant. Entendu qu'on n'a pas le droit d'être astronaute en Vénus. C'est par la sœur, ça va. C'est la même temps. C'est par la sœur. Bornoso. Comment je fais Shabbat, comment je respecte ma mère. Dans la Torah, celui qui est perdu dans le désert, il fait Shabbat, il prend un jour. C'est pas explosé en... Alors il prend des horaires. C'est un poids des États-Unis. Une horloge atomique qui va lui indiquer 24 heures. Ça je sais pas. L'atomique, elle ne va pas si on va la vitesse de la lumière, elle ralentit l'horloge atomique. C'est-à-dire que même si on construit par exemple une habitation sur la Lune,
la Torah, on devrait la respecter par rapport à la terre, par rapport à Israël. Vous voyez la terre tourner, vous voyez cette fois Jérusalem passer sur vous. Bien sûr, c'est un changement radical, mais fondamentalement, oui. Fondamentalement, oui. Non, c'est vrai qu'il y a eu une origine, d'où le fait que, quand même, bien que la Torah fondamentalement n'ait pas de forme, malgré tout elle a une forme. Elle dépend de Matan Torah, etc.